Salut la gang, bienvenue au troisième épisode du Balato. J'essaye d'arrêter, le seul podcast dont l'objectif c'est d'arrêter de faire des podcasts, mais où on a beaucoup de difficultés parce qu'on est victime de la maladie difficile à identifier qui s'appelle le trouble obsessif de la curiosité compulsive que j'ai personnellement surnommé le TOC au carré. Je dois commencer en vous disant que je suis désolé à l'avance tout le monde parce que là, on a commenté sur ma page Facebook suite au dernier épisode ici que mon problème était contagieux. Donc là, j'essaye de subvenir en fait à ma maladie en assouvissant mes symptômes grâce à mes podcasts pour assouvir mon instinct et mon besoin de curiosité compulsive. Mais là, il y a des gens qui écoutent et il semblerait que ça déteint sur eux. Et là, je suis en train d'être contagieux. Il y a un gars qui a commenté qui s'appelle Christian Cross. Christian a dit, si le TOC au carré est une maladie, je suis le pire nouveau souffrant au Québec. J'ai arrêté de travailler pour l'étude. J'ai arrêté bien des choses dans mon quotidien pour plus d'études. J'ai mis des vidéos à 1.5 pour gagner du temps d'apprentissage, 1.5 de vitesse, bien sûr, pour apprendre plus vite. Et ainsi, j'ai tout écouté tes podcasts, je lis tout ce qui est recommandé. J'en ai devant moi pour encore des années. Maintenant, c'est le tour du grec par chez nous. Je ne sais pas ce que ça veut dire, Christian, désolé. Big Study, I bet you would love it too, mon ami de Toc au carré. Et j'ai ajouté mes bouquins, la BD de Jean-Pierre Petit, suite au premier épisode qu'on a fait ensemble. Donc, Christian Cross. Malheureusement, je suis désolé, ma maladie déteint sur toi. Je lui ai dit, ben écoute, merci d'avoir partagé sa situation, on va s'en sortir ensemble, mon gars. Et il m'a répondu, lol, pas sûr qu'on s'en sorte, mon ami. Plus ça avance, plus ça va vite. Plus j'apprends, plus je veux apprendre plus. La boîte de Pandora est ouverte. J'ai versé l'eau du genre et j'ai mangé la pomme. More will always come. Donc, visiblement, mon problème est en train de déteindre sur les autres personnes du Québec. Alors, comme je vais vous dire, tout le monde, je suis désolé pour ça. On va essayer quand même de continuer à arrêter autant qu'on est capable. Mais là, vous savez, on a parlé avec François Chapelot lors du deuxième épisode qui m'a recommandé d'inviter Michel Doré. L'invitation est lancée. On n'a pas encore eu de réponse, donc on est stand-by là-dessus. Et là, entre-temps, je me suis dit, bon, ça va être le troisième épisode. Mais dans mes algorithmes Facebook, tout à coup, il y a environ une semaine, j'ai vu un post descendre sur l'histoire du fascisme par un dénommé Sébastien de Crèvecoeur qui parlait du fascisme, de l'histoire du fascisme et du fascisme à notre époque moderne. Et bien sûr, là, j'ai tout de suite, les fils se sont touchés dans ma tête parce qu'on dit toujours, il faut craindre le retour du fascisme. L'extrême droite est en montée et la gauche, depuis environ une dizaine d'années, nous dit que les pires années de l'humanité à ce niveau-là sont sous le point de réapparaître, bien sûr, à cause de l'élection de Donald Trump en 2017, 2016-2017 et son deuxième mandat maintenant. Donc, le post en question a attisé ma curiosité, voilà, et je me suis dit, bon, ben, en attendant la réponse de M. Doré, pourquoi pas inviter Sébastien de Crèvecoeur aujourd'hui à notre podcast? Et il a accepté l'invitation, donc on poursuit, même si on essaie d'arrêter, on va faire peut-être un épisode de plus, juste entre-temps qu'on a la réponse de M. Michel Doré suite à notre épisode avec François Chapelot. Sébastien de Crèvecoeur, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un des deux acolytes de Alexandre Cormier-Denis, qui est le fondateur de Nomos TV. Peut-être que vous avez entendu parler d'Alexandre Cormier-Denis dans les derniers mois au Québec sous le domaine politique parce qu'il avait eu une certaine présence médiatique suite à avoir été retiré son accès ou sa présence à l'Assemblée nationale lors d'une commission publique par rapport, si on veut, à la situation générale de l'immigration au Québec à la fin 2024, je crois. Ça avait fait grand bruit et on avait un peu mis le focus sur Nomos TV, son organisation, qui se dit décomplexé de droite à tendance ethno-nationaliste, si on veut. Et donc, depuis ce temps-là, il prend de plus en plus de place dans l'espace médiatique. C'est comme un peu le porte-parole, si on veut, le visage de Nomos TV, mais comme acolyte, il a deux super comparses qui s'appellent Philippe Plamondon et Sébastien de Crèvecoeur qui font les capsules qu'on peut appeler les capsules culture et société aux ondes de Nomos TV. Sébastien de Crèvecoeur, je l'ai connu dans les années 2016, 2017, 2018, je dirais, sur Facebook, dans certains groupes qui se créaient à ce moment-là autour de la philosophie principalement, des questions beaucoup en lien avec la religion,
l'islamisme, entre autres, et la question de l'islamophobie. J'avais fait plusieurs épisodes de balado à ce moment-là dans mon podcast qui s'appelait Esprit libre et ensuite Qu'évolution. Et c'est un sujet dont lui était très connaisseur à ce moment-là et il avait une culture générale très large dont on va profiter aujourd'hui tout le monde ensemble. Alors sans plus attendre, je nous le présente à tous, Sébastien de Crèvecoeur de Nomos TV. Bonjour Sébastien, merci de te joindre à nous. Comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Gab, écoute, je vais très très bien. Merci pour pour l'invitation. C'est toujours agréable de pouvoir sortir de sa chambre d'écho. Je pense que je sors quand même de ma chambre d'écho en faisant cette entrevue. Donc merci pour l'invitation. Ça va très très bien. Oui, ben, c'est un grand plaisir en fait. Et c'est drôle que tu dises ça parce que au fil des peut-être 6, 7 dernières années, j'ai remarqué que les gens qui sont beaucoup plus à droite de l'échiquier politique ont plus de facilité ou disons d'ouverture à sortir de leur chambre d'écho que les gens de la gauche. Déjà ici, évidemment, j'exagère un peu mon truc, là, mais j'ai quand même envoyé déjà 4 demandes à des gens qu'on pourrait classifier de gauche et de gauche un petit peu plus radicale au Québec. Et c'est toujours des refus ou des gens qui ignorent ce genre de demande de balado. Donc, ça, c'est quelque chose à laquelle je veux lever mon chapeau aux gens de la droite un petit peu plus parce qu'ils ont beaucoup plus facilité, je pense, à aller choquer leurs idées et à aller parler avec des gens qui ne partagent pas nécessairement leurs idées. Ici, au niveau politique, ben, tu sais, moi, je me définis comme quelqu'un qui est un petit peu orphelin politique, si on veut. Donc, je me sens pas vraiment de la droite, je me sens pas de la gauche. Par contre, dans ce qui m'intéresse, c'est plus l'aspect de la science politique et le futur un peu de la politique. Devrait-il y avoir une réforme? Devrait-il y avoir certains changements en profondeur de la politique? Et quel serait, disons, le meilleur système politique à venir? Et moi, ce qui m'intéresse, c'est plus l'ingénierie politique que plutôt l'activisme de droite ou de gauche à ce niveau-là. Donc, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler aujourd'hui. Mais juste avant, pour les bonnes présentations, moi, en fait, quand je t'ai connu, comme je disais tout à l'heure, ce qui m'a intéressé de ta part, c'était ta culture générale vraiment. Donc, tu sais, les capsules Culture et Société te laissent prendre justement pleine expansion dans ton savoir. J'étais curieux de savoir un petit peu d'où ça te vient. Parce que je connaissais justement tes prises de parole sur la question de la religion. Je pense que aussi, même en lien avec l'aspect LGBTQ+, ben, tu fais partie, je pense, de la communauté et donc tu as une expertise directe là-dessus et tu t'es beaucoup prononcé. Je t'ai vu, mais en termes de formation officielle et à partir de quel moment tu as décidé de prendre parole publique sur ces enjeux-là, je ne sais pas exactement c'est quoi la genèse de ça. Donc, peux-tu peut-être nous ramener un petit peu, je ne sais pas, il y a quoi, une dizaine d'années ou environ, quand est-ce que c'était venu l'idée de prendre parole et quand est-ce que tu t'es vraiment joint à Philippe et Alexandre pour faire un trio là, autour de Nomos TV de ton côté? Alors, bah déjà, pour commencer, pour mon background, d'où ça vient, un peu les sujets sur lesquels je m'exprime. Moi, j'ai une maîtrise en philosophie que j'ai faite en France à l'École normale supérieure. Et parallèlement à ça, j'ai fait une maîtrise en art. Les gens qui me suivent sur Facebook doivent voir que j'ai quand même pas mal souvent des publications qui concernent l'art. Ma spécialisation, c'était le cinéma d'ailleurs, en art. Donc ça, c'est pour ma formation française. Et quand je suis venu ici à Montréal, parce que bon, tout le monde l'aura reconnu à mon accent, je suis français. Quand je suis venu ici à Montréal, j'ai vraiment changé pas mal on va dire de carrière, hein, puisque j'ai fait une maîtrise à HEC Montréal, donc qui avait absolument rien à voir avec tout ce que j'avais fait avant. Et j'ai continué d'ailleurs à faire une maîtrise ici en finance, qui donc n'a strictement rien à voir avec ce que j'ai évoqué précédemment. Mais quand je suis arrivé à Montréal, c'était grosso modo au moment juste après en fait le débat sur la charte qui avait été lancée par Pauline Marois. Donc c'était au début des années 2010, Ouais. juste après aussi le printemps érable, la espèce de révolution étudiante entre guillemets. Et Quelque donc chose comme c'était 2012 à 2014, j'ai envie de dire, là, quelque chose comme ça. exact, exact. Et ça correspond au moment où je suis arrivé au Québec. Et donc par conséquent, j'ai été tout de suite plongé dès mon arrivée dans des grands débats de société, puisqu'il y avait un gros débat sur les valeurs québécoises, ce que ça signifiait, la laïcité, etc. Et au départ, j'ai commencé vraiment sur Facebook à échanger avec des professeurs de philosophie d'ailleurs de l'Université de Montréal et de l'UQAM.
Et très vite, je me suis rendu compte que j'étais assez en opposition avec leur vision. Les professeurs en question étaient assez multiculturalistes, on va dire. Et donc, par conséquent, il y avait comme un clash avec moi en termes de valeurs. Moi, j'étais plutôt pour la charte de Pauline Marois. Je trouvais que ça allait pas assez loin, mais je me disais, oh, c'est un bon début, c'est un bon commencement. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment m'intéresser aux questions sociétales et politiques. Enfin, ça m'intéressait déjà en France beaucoup, mais là ici dans le contexte québécois, on va dire, avec les enjeux particuliers du Québec, parce que il y a des enjeux qui se recoupent avec la France et d'autres pays occidentaux, puis il y a aussi des enjeux qui sont très propres au Québec, le rapport au Canada, etc. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à ça un peu plus dans le débat public. Est-ce que tu Et permets que je te pose la question? Est-ce qu'on peut vas-y. parler de gens, peut-être Paul Hage, Jocelyn McClure, Michel Seymour, dans ces eaux-là un petit peu? Oui, absolument. Ça, hein, parce que Euh, moi, même à ce moment-là, je pense que c'est probablement là que même que je t'ai découvert, parce qu'il y avait toutes sortes de nouvelles, de clics un peu qui commençaient à discuter d'enjeux philosophiques sur Facebook. Et je trouvais ça très intéressant de lire, en fait, des gens comme toi qui, je pense, argumentaient là-dessus et qui sortaient un petit peu de. Il y avait comme une espèce de consensus, des fois facebookien, à ce niveau-là. Et tu as apporté dans ma propre évolution beaucoup de choses. À ce moment, tu as infusé, si on veut, des trucs. Donc, je te remercie rétroactivement pour le moment où est-ce qu'en fait tu as décidé de t'impliquer. Ça l'a aidé probablement bien d'autres gens en plus de moi. Donc, merci pour ça. Bah, écoute, merci du retour sur ça. Mais oui, effectivement, c'était ce type de professeur, enfin les noms que tu as évoqués, et qui sont donc plutôt multiculturalistes, même s'ils sont dans un prisme québécois, c'est-à-dire avec un rapport peut-être un peu plus fort à la laïcité. Il en demeure pas moins que le prisme était multiculturaliste. Et c'est sûr que moi, l'origine, je viens d'un pays qui n'est pas nécessairement multiculturaliste au sens auquel on l'entend ici au Canada. La laïcité ayant été, on peut dire, fondée par la France à partir de la fin du 19e siècle et qui repose d'ailleurs sur toute une histoire dans le rapport à la religion. Donc mon premier engagement, en fait, on va dire, a été en lien au rapport à la religion. Et ça a ouvert d'autres champs et d'autres possibilités au fur et à mesure. D'ailleurs, j'ai rencontré Alexandre et Philippe par le biais de Facebook aussi. C'est-à-dire qu'on a échangé, Alexandre Cormier-Denis, Philippe Lamandon, on a échangé sur Facebook, on a vu qu'on avait des idées en commun, on a trouvé ça intéressant. Et puis, eux se connaissaient déjà auparavant. Et, euh, et c'est au moment à peu près où Alexandre Cormier-Denis et Philippe Plamondon ont fait parler d'eux en tant que jeunes du Parti québécois qui avaient rencontré Marine Le Pen, qui avait Ouais, généré un peu une espèce de semi-polémique quand même relativement importante ici. ouais, ouais. Et c'est à ce moment-là que moi, je les ai rencontrés. Ils avaient fondé un organisme, on va dire, qui s'appelle Horizon Québec Actuel, que moi j'ai rejoint à ce moment-là. J'avais fait une entrevue avec Renaud Camus, pour ceux qui le connaissent, qui est donc un écrivain français essayiste qui s'est fait beaucoup connaître dans la sphère publique par son expression de grand remplacement. Et donc moi j'avais fait une entrevue avec Renaud Camus à ce niveau-là. Puis en janvier 2017, Alexandre et Philippe ont créé Nomos TV, donc la chaîne, on va dire souverainiste, ethno-nationaliste, comme on veut l'appeler, dont le but premier est quand même, on va dire, de la défense de la souveraineté et de l'indépendance du Québec. C'est ça le cœur de Nomos TV quand même à l'origine. Et je me suis joint à eux immédiatement. Je pense que la première capsule, c'était en janvier 2017 et moi, je faisais déjà une capsule avec Philippe Lamondon dans l'émission Culture et Société, comme tu l'as dit. Donc, c'est un peu comme ça que les choses se sont faites hein, à ce niveau-là, on va dire. Excellent, excellent. Merci beaucoup du résumé. Ça me replace même moi dans mes premiers projets podcast là, qui avaient commencé en 2016 avec, j'avais appelé ça Esprit libre au départ. Et Oui, c'est là bien que sûr. j'avais justement eu vent d'Alexandre Cormier-Denis principalement au début à cause de son implication. Il y avait quelque chose avec la pancarte, là, la publicité Ah assez oui, provocatrice là, et ça avait fait grand vent à ce niveau-là. Donc, ouais. et en plus, justement, après, avec la question de rencontrer Marine Le Pen au Québec.
Comme de quoi que c'était totalement inacceptable là, tu sais, pour des jeunes politiciens du Québec Oui. de faire ça, là, tu sais, complètement incroyable. Donc, comme quoi, ça n'a pas changé tant que ça, rendu à 10 ans plus tard, en fait, même si on se demande si ça peut avoir empiré. Et évidemment, donc, l'objectif de Nomos TV, en plus de ce que tu viens de dire, Alexandre Comédény disait beaucoup, c'était de droitiser aussi le débat, donc de bouger la fenêtre d'Overton au Québec pour se permettre d'avoir des partis politiques ou à tout le moins un discours politique dans l'espace public qui serait plus ouvertement de droite décomplexé. Parce qu'au Québec, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment beaucoup depuis les dernières décennies. Et l'a-t-on déjà eu? Ce serait une bonne question auquel on pourrait débattre. Donc, en fait, évidemment, donc, je vais ramener ça tranquillement vers le sujet d'aujourd'hui, qui est principalement autour du fascisme, puisque c'était la thèse principale ou le sujet principal du post qui a attiré mon attention il y a une dizaine de jours sur ton profil Facebook. D'ailleurs, je vais inviter les gens à te joindre, te suivre, bien sûr, sur tes réseaux sociaux. Je mettrai les liens dans les commentaires. Donc, quand on parle de droite, on parle évidemment, aussitôt qu'on est à gauche au Québec et qu'on a des gens qui sont un peu de droite, on les étiquette bien sûr comme radicaux d'extrême droite. Et le point tout de suite après, c'est fasciste, nazi, nazi adjacent, proto-fasciste, la fachosphère du Québec. Ça, c'était beaucoup entre 2016 et 2019. Et là, en 2019, moi, ce que j'ai remarqué de mon côté, ce qui m'a fait flipper dans mes intérêts, c'est que on aurait dit que tout à coup, il y a eu une espèce de mélange dans les accusations de la gauche et des médias entre fascistes, nazis vers complotistes. Là. Tu sais, il y a eu comme une espèce de truc, même avant la pandémie, et là, en 2020-2021, l'aspect complotiste a comme pris tout l'espace médiatique, et là, on entendait moins parler un petit peu là, de fascisme. Mais on dirait que c'était, pour moi, c'était quasiment les mêmes gens un petit peu. Là. Du moins, il y avait beaucoup de regroupements. Tout le monde qui était de droite était finalement des complotistes. Donc, la fachosphère était la complosphère. Tout ça un peu se mélange. Là, tu sais. Bref, lorsqu'on parle de fascisme, de nazisme, c'est quelque chose qu'on entend parler comme de quoi que on est sur le point, là, présentement, là, de voir un retour de ça dans les années 2020 à cause de Donald Trump. Bien sûr, c'est la chose principale, l'éléphant dans la pièce, l'éléphant jaune ou doré dans la pièce, si on veut. C'est la question de Trump. Et bien sûr, avec ça, au Québec, si on fait le penchant Québec, on a l'aspect nationaliste au Québec. Donc, au Québec, bien sûr, c'est toujours, il y a comme une double inversion en plus à cause de notre situation à l'intérieur du Canada et à l'intérieur de l'Amérique. Donc là, l'aspect, là, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est comme clairement de centre-gauche, peut-être même plus à gauche encore, hein, on pourrait aller loin, est étiqueté parfois comme fasciste adjacent à cause qu'il est nationaliste. Donc, il y a beaucoup de choses là-dedans et je voudrais on passe quelques points ensemble aujourd'hui pour voir ta perspective sur le fascisme, non pas juste de l'aspect moderne et est-ce qu'on doit craindre le fascisme selon toi dans les années 2020? Est-ce que vous êtes en train de vous-même à Nomos TV faire une place pour le fascisme au sein du Québec en droitisant le débat? Donc êtes-vous en fait des facilitateurs du nazisme au Québec à notre ère moderne? Mais il y avait un beau penchant aussi historique sur ton truc qui était intéressant. Donc peut-être on pourrait commencer par là un petit peu pour voir un petit peu comment tu perçois l'histoire du fascisme de ton côté. Ce que j'ai trouvé intéressant, en fait, si je ne me trompe pas, et je te laisserai me corriger dans ta réponse, tu as dit, je crois, que le seul vrai exemple historique de ce qu'on pourrait appeler du vrai fascisme, c'était Mussolini. Alors que bien sûr, ce qu'on entend, donc je viens de le dire, nazisme, c'est Adolf Hitler tout de suite, c'est Elon Musk, et je voulais dire, bien sûr, je vous aime, je vous offre mon cœur, tu comprends? Donc, faites pas de screenshot, tout le monde ici, de Ah capture non. d'écran. Donc, est-ce que je me trompe? Et pourquoi historiquement, tu associes plus le fascisme à Mussolini qu'à Hitler? Et en même temps, je te laisse peut-être prendre un peu plus de temps pour soit comparer les deux ou nous parler un petit peu de l'histoire du fascisme selon ta perspective. Je te laisse quelques minutes pour voir un petit peu comment tu aimerais placer ça et on aura le temps après ça d'aller un petit peu plus loin là-dedans. Oui, alors, bah, déjà pour commencer, c'est un fait historique, c'est-à-dire que le fascisme naît en Italie dans le premier quart du XXe siècle, avec Mussolini en son cœur et parmi les fondateurs donc du fascisme, le fondateur du fascisme. Donc c'est un fait historique que
concrètement, le fascisme naît en Italie dans le premier quart du XXe siècle. Ce sont des Italiens qui s'appellent des fascistes. Ça s'enracine dans l'histoire italienne avec les faisceaux, donc aussi bien dans l'histoire italienne moderne que même on peut remonter jusqu'à l'Empire romain. Donc en réalité, le fascisme naît en Italie au début du XXe siècle. Ça, c'est un fait historique. Euh, Et juste, quand tu dis les faisceaux, c'est le symbole, hein? oui, Donc, absolument, c'est oui, le symbole, absolument. les gens, juste visuellement, là, c'est une espèce de cylindre avec des tubes, donc ils sont ensemble. Il peut y avoir une hache en haut de ça, avec des drapeaux parfois. Absolument. On appelle ça les faisceaux, et c'est la racine fâche ou fesse qui donne la naissance Exact. au fascisme. Exact, exactement. Et cela aussi, ça s'ancre profondément dans l'histoire italienne. Donc, le fascisme, c'est véritablement très délimité dans un espace-temps donné, c'est-à-dire que c'est l'Italie, c'est un territoire, un espace, mais c'est aussi un temps, c'est-à-dire ça date, c'est des années 20 jusqu'à la chute en 1945, grosso modo, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand l'Italie et le fascisme italien tombent parce qu'il était devenu allié de l'Allemagne nazie, et donc il tombe avec l'Allemagne nazie. Donc c'est un espace-temps très délimité. Euh, L'idée que le fascisme puisse s'implanter ailleurs qu'en Italie a été beaucoup abordée par de nombreux historiens euh, pour essayer de voir tous les régimes au XXe siècle qui étaient potentiellement des régimes autoritaires. Alors on peut penser à l'Espagne franquiste, on peut penser au Chili de Pinochet, on peut penser à Salazar, on peut penser à plein de dictateurs comme ça au XXe siècle, dictateurs à droite, on va dire, dictateurs conservateurs, qui ont été assimilés au fascisme, où on a dit, ah ben voilà des exemples du fascisme. Mais en disant ça, on n'essaye pas de se poser la question de qu'est-ce que le fascisme réellement. Parce que si on se pose cette question, qu'est-ce que le fascisme réellement bon, premièrement, c'est un état et une vision totalitaire de la société, puisque les fascistes et Mussolini lui-même le disait, hein, il avait une formule que j'ai notée parce que j'oublie toujours sa formule, donc je vais la, je l'ai pris dans mes notes pour pouvoir m'en souvenir précisément, où lui il dit tout par l'État, rien hors de l'État, rien contre l'État. Donc, on comprend très bien tout de suite, à travers cette formule, que c'est une vision totalitaire de la société où l'État contrôle absolument tout dans la vie des individus, juste de leur position politique jusqu'à leur vie au quotidien. Donc, en ça, c'est un État totalitaire, premièrement. Deuxièmement, les gens oublient souvent que le fascisme s'enracine à l'origine plutôt à gauche. Pourquoi je dis ça? Parce que les premiers fascistes se créent avec des mouvements ouvriers, en fait, des mouvements ouvriers et des mouvements paysans. Donc le début du fascisme commence, on va dire, dans les eaux du socialisme. Donc, il faut jamais oublier ce paramètre-là du fascisme. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'il se distingue considérablement, voire totalement, de toutes les grandes dictatures du XXe siècle dont j'ai parlé précédemment. Pinochet, par exemple, est l'antisocialiste par excellence. C'est un libéral économiquement. Franco lui-même n'était pas socialiste. Donc, on voit que quand on parle du fascisme et qu'on l'applique un peu à n'importe quel régime, autoritaire, ça ne marche pas parce que le fascisme est très précis, très concret, en fait, d'une certaine manière, on va dire, dans ce qu'il défend, dans les idéologies qui sont défendues. Donc, c'est pour ça que moi, je pense qu'effectivement, le fascisme n'a pas d'autre exemple dans l'histoire du XXe siècle que l'Italie mussolinienne. Non, en fait, Sébastien, avec ce que tu viens de dire, déjà, moi, ça me met deux choses en tête. Et dis-moi si je comprends bien. Je vois que de la façon que tu le perçois, le fascisme est comme une sous-catégorie du totalitarisme. Ça veut dire qu'il y aurait différents types de totalitarisme et le fascisme en serait une branche, si on veut, et il y aurait peut-être une certaine hiérarchie à ce niveau-là. Et l'aspect socialiste, donc là, ma question qui me venait en même temps, et je te laisse poursuivre, peut-être tu pourrais l'adresser, c'est donc là, le lien avec l'aspect Allemagne nazie, pour moi, est comme juste là parce que nazi, c'était national aussi, donc c'était l'aspect nationaliste slash socialiste. Donc à ce niveau-là, je me disais, ah ben là, il pourrait y avoir le fascisme allemand là-dedans. Donc, je ne sais pas ce que mes deux commentaires t'inspirent. Est-ce que je comprends bien là, l'aspect totalitarisme versus fascisme? En fait, on dit souvent que, je pense que c'est une erreur, mais que
le fascisme italien serait la première vraie expérience totalitaire de l'histoire. Moi, je pense que c'est pas le cas parce que les bolcheviks ont précédé légèrement, ça se passe à peu près au même moment, mais les bolcheviks ont précédé légèrement les fascistes. Et les bolcheviks sont évidemment le communisme a été le grand moment totalitaire du XXe siècle. Oui, moi je dirais que le totalitarisme, en fait, euh, c'est un certain rapport au pouvoir et la manière dont le pouvoir va gérer l'ensemble de la société. Et donc, le totalitarisme à travers ça peut se manifester avec différents types de régimes. Moi, j'aurais tendance à dire qu'au XXe siècle, il y a les seuls totalitarismes, ça a été l'Italie fasciste. Et encore, certains historiens contestent le fait que l'Italie fasciste aurait été totalitaire. Moi, je crois que oui, mais il y a un débat, donc c'est pas aussi clair que ça. Mais donc l'Italie fasciste, l'Allemagne nazie évidemment, euh, l'URSS, qu'elle soit léniniste, stalinienne, ce qu'on veut, l'URSS, évidemment. Tous les satellites, c'est-à-dire le maoïsme en Chine, les Khmers rouges au Cambodge, c'est-à-dire tout ce qui s'associe au communisme. Pour moi, les totalitarismes au XXe siècle, c'est ça, mais je dirais que globalement, c'est surtout un rapport au pouvoir et à l'État, l'idée d'une totalité, évidemment, et l'idée que l'individu disparaît totalement derrière la collectivité. C'est-à-dire que l'individu n'a pas d'existence en soi, il n'est qu'un pion, un numéro, quasiment un robot au service d'une idéologie, d'une cause, et celle-ci, c'est toujours le mythe aussi de l'unité absolue. Hein. Derrière le totalitarisme, il y a l'idée de L apostrophe UN, Ouais. c'est-à-dire une unité totale de la population derrière un parti unique, généralement c'est un parti unique, autour d'une cause et d'une idéologie donnée, et c'est ça, il ne peut pas y avoir véritablement d'alternative à cette possibilité-là. Évidemment, je renvoie beaucoup à Hannah Arendt parce que je pense que sur le totalitarisme, elle a vraiment compris quelque chose d'assez fondamental. C'est une essence, hein, c'est-à-dire c'est un certain rapport au pouvoir. Et À partir de c'est une auteure, Hannah Arendt, c'est bien Arendt. Est-ce que ça, c'est ça? ARENDT, oui, c'est Ouais, ça. pour les gens qui ne connaissent pas, donc une auteure à rechercher sur le totalitarisme. Oui, absolument, qui est une philosophe allemande d'origine juive d'ailleurs, mais philosophe allemande dans les années 30, 40, en tout cas au moment où le totalitarisme est né, elle a pu le voir de son vivant. Et donc c'est véritablement une naissance dans le rapport au politique, dans le rapport au pouvoir. À travers ça, ça peut donc être n'importe quel type de régime qui voudrait mettre en place une vision totalitaire de son pouvoir. Euh, et moi, je vais plus loin. Je pense que le totalitarisme repose aussi, pour moi, la première expérience totalitaire de l'histoire, ce serait la Révolution française. C'est le moment OK? où véritablement un pouvoir a voulu que l'entièreté de la société soit soumise à sa cause. En l'occurrence, c'était l'idéal révolutionnaire, la cause révolutionnaire. Ça va de pair aussi avec ce qu'on appelle une tabula rasa, hein, la table rase. C'est-à-dire que les révolutionnaires créent un nouveau calendrier hein, qui commence en 1792 avec des nouveaux mois comme pour supprimer complètement le passé. Et les Italiens vont faire la même chose. Mussolini a un calendrier, fait commencer son calendrier en octobre 1922, je crois, si je ne me trompe pas. Et donc, par conséquent, ce sont des nouveaux jours, une nouvelle temporalité qui commence. Un peu le monde commence avec moi. Donc, ce côté tabula rasa, table rase, est aussi, je pense, très, très, très fort chez les totalitaires. On le voit avec les nazis qui voulaient jusqu'à raser des villes entières pour dire on va les reconstruire selon nos idéaux révolutionnaires. Donc c'est-à-dire que même l'architecture devient complètement soumise, l'architecture, l'art, à cette idéologie. Donc le régime totalitaire, c'est ça. Donc le fascisme serait effectivement l'un des exemples du totalitarisme, puisque le totalitarisme, c'est simplement un rapport au pouvoir. Ouais. Euh, J'aurais tendance aussi à dire que tous les totalitarismes sont nés plutôt à gauche. C'est-à-dire que la Révolution française, évidemment,
c'est très difficile parce que la notion de gauche-droite n'existe pas vraiment à la Révolution, mais on va dire que c'est plutôt Dans les des gens, valeurs, si on veut. oui, voilà, exactement, qui s'opposent au conservatisme. Les bolcheviks, évidemment, ce sont des gens à gauche. Je le répète, le fascisme italien, comme le national-socialisme allemand, et là, j'ai beaucoup de gens dans la sphère nation qui sont pas d'accord avec moi à ce niveau-là, mais je crois, moi, que le nazisme est aussi une forme de socialisme, c'est évident, mais d'idéal de gauche. Ça surprend quand je dis ça, parce qu'évidemment, les nazis se caractérisant, et donc tout de suite, je parle de la différence entre fascisme et nazisme. Euh, le nazisme est vraiment tout autre chose quand même que le fascisme italien parce qu'il ajoute une dimension raciale qui est extrêmement forte, hein. C'est-à-dire que chez les nazis, la totalité, hein, l'idée d'une totalité, se fait aussi à travers celle de la race. Les Allemands, évidemment, nazis, fondent leur théorie sur une théorie raciale, racialiste et raciste, hein. Officiellement, c'est pas caché, non? Et et cette dimension-là est un peu absente chez les fascistes italiens. Ils n'ont pas ce rapport raciste au monde au point auquel l'ont les nazis. Et donc, il y a des différences. On pourrait me dire, bah oui, c'est une différence parmi d'autres. Non, parce que le nazisme va tellement se fonder sur le racisme que ça change complètement même la nature même du régime. Donc, de ce fait, il y a quand même des différences très grandes entre fascisme et nazisme. Mais pourquoi je dis que le nazisme, pour moi, est une idéologie plutôt de gauche, hein, c'est parce que elle se fonde encore une fois à son commencement par un socialisme. À la gauche, il y a deux grandes familles de gauche. Il y a la famille libérale, puis il y a la famille socialiste. Les libéraux comme les socialistes, ce sont deux gauches qui naissent au XIXe siècle et qui vont s'opposer toutes les deux aux conservateurs. Et ces deux gauches-là vont être elles-mêmes en opposition, parce que les socialistes et libéraux n'ont pas le même rapport au capital, en fait, et à l'économie et au capital. Les nazis, au départ, ont un discours extrêmement à gauche sur le plan socio-économique. Leur socialisme est extrêmement fort. Il va se modifier au fur et à mesure des années parce que l'idéologie nazie est plus plastique qu'on ne le croit et en fonction de ses intérêts, elle va modifier certains paramètres en s'associant à des grandes familles industrielles et donc par conséquent, beaucoup de gens de gauche disent ben non, le nazisme ne peut pas être de gauche puisqu'ils se sont alliés à la grande bourgeoisie, etc. Mais ça, c'est une vision, je pense, un peu erronée de l'histoire. Le cœur du nazisme, quand il naît, c'est quand même une vision très socialiste du monde. Ouais. C'est simplement une vision socialiste nationaliste qui va donc s'opposer aux bolcheviks qui, eux, ont une vision socialiste internationaliste. C'est pour moi, c'est là que se fait la différence, c'est dans le rapport au nationalisme. Mais je le vois, moi, personnellement, le nazisme comme une idéologie d'extrême gauche, certainement raciste, certainement nationaliste, mais néanmoins de gauche parce que son rapport à l'économie, son rapport à la bourgeoisie est un rapport profondément de gauche. Hmm. D'ailleurs, les nazis, beaucoup de nazis avaient une vision extraordinairement dure de la bourgeoisie, la grande bourgeoisie, l'aristocratie. Ils les voyaient comme des ennemis de leur cause. D'ailleurs, énormément de grands bourgeois et de grands aristocrates allemands ont été envoyés dans des camps, hein. Parce que le peuple, en fait, de l'Allemagne à ce moment-là, trouvait son compte d'une certaine façon par qu'il leur apportait, en fait, parce qu'il les considérait Bien sûr. d'importance un peu, et c'est là le parallèle, j'ai l'impression, entre, mettons, quelqu'un comme Trump et ce moment-là, parce que Trump redonne l'importance au col, tu sais, comme on dit, la classe décomplexée industrielle des années fin du 20e siècle, qui ont été laissées de côté par la gauche démocrate. Et donc, Trump ramène l'intérêt face à ces gens-là. Donc, ces gens-là, au début, sont comme, ben, merci beaucoup de nous considérer. Donc, dans le fond, l'Allemagne de ces années-là donnait beaucoup d'importance à la population normale de fond de l'Allemagne, en fait, si je te suis. C'est-à-dire que Hitler a fait effectivement le début de sa carrière en tenant un discours pro-ouvrier et Exact. pro-prolétaire. Euh, et le Et but, très c'était syndicaliste, là, tu sais, dans les années du oui, Québec, bien la sûr. Révolution tranquille. Donc, encore une fois, très socialiste, slash de gauche à ce niveau-là, tu sais. Effectivement, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir que
pourquoi les grandes familles industrielles bourgeoises ont commencé à trouver les nazis séduisants, c'était pas tellement par adhésion à l'idéologie, mais c'était plus par intérêt pratique, c'est-à-dire qu'en face, il y avait Politique. les bolcheviks qui le disaient qu'ils voulaient leur retirer tous leurs biens et tout nationaliser. Et donc, les nazis, comme la grande bourgeoisie, se sont dit, OK, on a un intérêt peut-être commun pour empêcher les bolcheviks d'arriver au pouvoir. Ouais. Mais ça n'enlève pas le caractère profondément socialiste et très pro-prolétaire qui a été le discours nazi au début, quand il commence à naître dans fin des années 20, début des années 30, enfin dans les années 20-30. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que à travers, est-ce que tu peux me rappeler ta deuxième question? Tu avais comme deux volets, totalitarisme. Ouais, c'était l'aspect hiérarchique. En fait, même, ben oui, je vais te la relancer. En fait, et l'autre, c'était, je me souviens plus, en fait, moi non plus. Bon, là, C'est ça, oui, j'ai eu comme c'est super un. intéressant, mais je pense qu'on a répondu à l'ensemble. Mais en fait, je peux même te ramener à ce que j'ai en tête et on peut repousser un petit peu plus loin en ramenant l'aspect gauche-droite, là, tu sais, général, bien sûr, là, parce que la gauche-droite fluctue évidemment dans le temps et selon les perceptions et tout ça. Moi, tu sais, ce qui m'intéresse, c'est toujours l'aspect mental, de schématiser un peu les trucs en termes de système énergétique, tu sais, puis voir un petit peu comment les choses fluctuent dans le temps. Et dis-moi si l'aspect peut-être un peu géométrique visuel, tu sais, pour les gens qui sont plus visuels, moi je suis plus comme ça un petit Mhm, peu. Il y a d'autres gens tu sais, qui font ça, mais tu sais, de mettre un peu les spectres politiques sur une loupe qui se referme, donc sous forme de sphère un peu à ce niveau-là. Et moi, j'avais toujours tendance à mettre en haut autoritarisme, si on veut, mais peut-être que totalitarisme pourrait être ce qui est un petit peu en haut, et l'anti-totalitarisme, ce qu'on pourrait peut-être étiqueter comme libéralisme en bas. Donc, plus de liberté, plus d'autorité, d'une certaine façon. Et tu as la gauche et la droite de certains côtés. Et donc, plus on arrive vers le totalitarisme ou l'autoritarisme, tu as ce qu'on pourrait appeler la tyrannie et le communisme, qui serait en fait finalement les deux, d'une certaine façon, du fascisme potentiellement, à ce niveau-là, qui sont sous l'emprise du totalitarisme. Donc les deux se rejoignent dans le sens que c'est imposer l'autorité par, comme tu disais, un État totalitaire, dans le fond, qui n'a rien des deux. Et en bas, tu as l'aspect un petit peu plus peut-être liberté libérale, donc tu as l'aspect maximiser la liberté, mais d'un côté, peut-être de droite, tu as un peu plus l'aspect liberté individuelle, protection de l'individu et tout ça. Et de l'autre, du côté gauche, tu as peut-être l'aspect plus libéral, donc pas nécessairement protéger l'individu, mais le libéral, parce qu'en fait, peut être un libéralisme de gauche, donc en fait, qui va faire que certaines sous-communautés ont leurs droits, alors que du côté peut-être droite, ce serait peut-être plus l'individu. Est-ce que il y a quelque chose qui se regroupe là-dessus ou pas vraiment? Et ce que je viens de dire, selon toi, c'est totalement dans le champ? Non, c'est pas totalement dans le champ, mais je nuancerai certaines choses. C'est-à-dire que déjà, le totalitarisme, ça va bien Parce qu'en au-delà fait, des. et je reviens, Oui, excuse-moi, je te vas-y. laisse revenir. En fait, je cherchais en fait l'aspect totalitariste de droite. En fait, quel est le totalitarisme de droite finalement? Donc, j'ai l'impression qu'au lieu d'avoir un aspect social et étatique fort, peut-être c'est un aspect tyrannique vraiment d'un seul individu tyran, alors qu'un aspect naziste ou fasciste, c'est peut-être plus l'État. Donc, je vais te voir qu'il y a comme l'État versus y a-t-il un individu à la place j'essaie de voir, parce que dans le fond, depuis tantôt, on voit que tout ce que tu décris finalement est de gauche, de racines un peu plus communistes ou socialistes. Donc, y a-t-il un fascisme de droite qui existe ou un totalitarisme de droite? Ce serait quoi? Les gens de gauche te diront que le fascisme et le nazisme sont des idéologies d'extrême droite Ben, et que c'est ça, donc, on est déjà c'est dans une l'extrême droite. inversion de réflexion Oui, de base, là, tu sais, mais je l'ai accepté effectivement. parce que moi, je te rejoins en fait là-dessus. Donc, pour les gens qui sont pas d'accord, ben là, on vous choque présentement parce que là, moi, je trouve que ce que Sébastien nous dit depuis le début, c'est quelque chose qui, moi, en tête, j'avais déjà un petit peu perçu aussi. Pour moi, ça fait du sens. Mhm. Toutes ces racines-là sont un petit peu, c'est ça, syndicalistes, ouvrières, sociales, nationalistes, socialistes. Donc, quel serait donc le totalitarisme de droite si on considère que ce que tu as dit fait du sens à date? Et tu allais répondre aussi avec certaines nuances par rapport à ma sphère un peu de gauche-droite et de autoritarisme versus libertarianisme, peut-être, là, tu sais. C'est-à-dire que
Bah déjà, dans tout totalitarisme, il y a le culte du chef, hein. C'est-à-dire que oui, effectivement, il y a un État totalitaire et puis c'est tout par l'État. Reste que cet État est toujours dirigé par un homme et il y a un culte du chef qui confine jusqu'à la religiosité, j'ai envie de dire, hein. On le sait, les nazis faisaient un signe, c'est très rituel, hein, le nazisme, hein. Faut lever le bras, faut saluer Hitler, un peu comme grosso modo les religieux qui, avant de faire quelque chose, doivent faire une prière, doivent faire un geste précis pour que ça puisse commencer. Bah là, c'était un peu la même logique. Donc, il y a toujours un culte du chef qui confine à la religiosité dans les totalitarismes. Euh, le totalitarisme, moi, je dirais pas que c'est juste au-dessus de l'autoritarisme. C'est comme une autre nature. Parce que l'autoritarisme, si tu veux, ça peut être n'importe quel régime qui a qui considère que les droits individuels sont moins importants que un but précis donné à l'ensemble de la société qui va un peu Ouais. soumettre les individus à ça. Donc ça peut être Franco en Espagne, ça peut être Pinochet au Chili. Ce sont des individus autoritaires, ce sont des dictateurs. Indéniablement, le Chili de Pinochet était une dictature, l'Espagne de Franco était une dictature. Pourquoi c'était pas totalitaire? Et là, c'est plus simplement une question de gradation, c'est aussi une question de nature. C'est que la société n'était pas intégralement remodelée par une idéologie donnée. Hmm. Qu'il s'agisse de Franco comme de Pinochet, ils acceptaient qu'ils arrivaient dans un monde, leur pays, qui avait une histoire, une culture, des traditions, une manière de vivre, etc. Et qui s'intégraient à cela dans une forme de continuité. C'est simplement que leur régime était un régime autoritaire où il n'y avait pas de démocratie libérale comme nous on l'entend. Ouais. Mais le totalitarisme, c'est autre chose. C'est pas juste que c'est autoritaire. Ça demande à ce que la société soit intégralement remodelée au nom d'une idéologie donnée. Qui est l'aspect Donc, c'est tabula vraiment rasa dont tu parlais tout à l'heure, en fait, là. oui, absolument. Donc, c'est comme une autre nature de régime hein, qui va beaucoup plus loin parce que c'est aussi, il faut jamais sous-estimer ça. Les nazis pensaient que ce qu'ils faisaient, c'était pour le bien. Nous, aujourd'hui, Ah oui. évidemment, on les regarde avec l'histoire et on les voit comme l'incarnation du mal. Mais eux se disaient que ce qu'ils faisaient, c'était un mal nécessaire pour arriver à un plus grand bien. Fallait se débarrasser des Juifs, et puis une fois qu'on se débarrassait des Juifs, la terre allait être merveilleuse. Comme Hmm. les communistes, eux se disaient, il faut se débarrasser des bourgeois, puis une fois que les bourgeois sont plus là, la terre sera merveilleuse. Donc, il y a toujours cette idée que puisqu'ils défendent le bien, il n'y a pas de limite en fait, à ce qu'ils peuvent faire, puisque, in fine, au bout du compte, ça va être pour le mieux. Bon. Sur ta sphère, Et je me permets, euh, juste avant que tu reviennes à la sphère, oui, vas-y, il y a vas-y. déjà, on peut faire un certain parallèle parce que là, on parle des chefs, des dirigeants ou Hein. des leaders, mais il y a toujours une espèce de miroir dans la population des valeurs des dirigeants donc certaines franges de la population, finalement, selon qui va être le chef, le dictateur, l'autoritariste ou whatever, vont finalement se décomplexer parce que leurs valeurs sont représentées au pouvoir. Et donc, l'aspect gauche, là, qu'on pourrait appeler, qui a été renommé woke, mais qui était un petit peu la gauche radicale, mettons qu'on prend l'exemple du Québec, c'est la même chose un petit peu en France, à quelques années d'écart et tout ça, et à quelques Mhm. degrés, bien sûr, là, mais on fait des généralités pour s'entendre. L'aspect donc de censure, la théorie de la cancellation, donc, et bien sûr, l'idée que, étant donné qu'on craint une montée du nazisme ou du fascisme, alors là, il est légitime, dans le fond, de prendre action et de censurer ou d'empêcher les gens de s'exprimer et d'aller vers la violence, finalement, parce que si on n'agit pas de façon violente, on laisse place à pire encore, bien sûr, à ce niveau-là. Donc, c'est intéressant de voir que dans les leaders, il y a probablement toujours, j'imagine, une partie de la population qui mousse, en fait, qui se laisse mousser par la montée de leurs valeurs dans l'échelle de pouvoir, dans le fond, totalitaire ou autoritaire, dépendamment du truc. Oui, parce que le pouvoir totalitaire fait appel au bien quand même. Exact, exact. Donc, Ben oui. de ce fait, ça réagit très fortement au sein de la population, puisque beaucoup de gens veulent être du côté de la vertu et veulent être du côté du bien.
Donc, par conséquent, ils se disent, bah donc, je vais aller dans ce sens-là parce que c'est le bien. Et puis parfois, bah, pour faire le bien, faut accepter on fait pas d'omelette sans casser des œufs, quoi, grosso modo. C'est ça. Donc, de ce fait, ils vont accepter certaines extrémités en se disant, ah bah c'est pas grave puisque d'ailleurs c'est pour le bien. Les woke, effectivement, d'ailleurs, sont dans cette logique qu'ils luttent pour le bien et que donc, comme ils luttent pour le bien, il n'y a pas vraiment de limite possible à leurs actions puisque ils travaillent pour la vertu. Donc effectivement, il y a une dimension totalitaire d'ailleurs qui est très forte au sein du wokisme, de ce qu'on appelle le wokisme, Ouais, ouais. euh, et qui a des racines d'ailleurs totalitaires historiques. On va dire les woke se s'ancrent dans une rhétorique dominant-dominé qui renvoie beaucoup au marxisme. On a remplacé les classes sociales par des races, mais il n'en demeure pas moins que c'est la même logique dominant-dominé qui est la caractéristique du marxisme. Sur ta sphère, oui, ce que je Ouais. voulais dire, c'est que euh, c'est sûr que les notions de gauche-droite naissent dans la modernité, au moment de la modernité, parce qu'elles naissent avec le pluralisme de la démocratie. Avant la modernité, je veux dire dans les monarchies européennes au XVIIe et XVIIIe siècle, il n'y avait pas de pluralisme véritablement politique puisqu'il y avait un souverain et c'était tout. Donc il n'y avait pas de partis politiques comme on les connaît aujourd'hui. Donc à partir du moment où naissent des partis politiques dans la modernité, naissent aussi les catégories gauche et droite. Euh, Micro parenthèse, est-ce que selon toi, à ce moment-là, donc cette époque-là des souverains, des monarques, est-ce qu'on classe ça selon toi, selon ta perspective, sous ce qu'on pourrait dire un totalitarisme, en fait, ou plutôt peut-être un autoritarisme, peut-être pas totalitaire nécessairement? non, c'est ça, un autoritarisme, oui, c'est sûr, c'est des Ouais, régimes autoritaires. ouais, c'est ça. Euh, Totalitaire, non, parce que le totalitarisme, il y a pas cette dimension, encore une fois, à la fois de tabula Ouais, rasa, ouais. de refaire la société intégralement. Au contraire, il s'intègre complètement dans des traditions. Ce sont généralement des régimes assez traditionnalistes. Donc non, totalitaire, non, mais par contre, autoritaire oui, autoritaire, ça c'est sûr et certain, ça c'est sûr et certain. Et en même Euh, temps, faut vraiment que je te laisse finir. Excuse-moi, ça fait comme 3 fois que je t'interromps, mais je trouve que c'est vraiment une bonne perspective, en fait, que tu me permets de travailler, en fait, avec toi même. Puis la dernière chose que je voulais revoir avec toi par rapport à tout ça, c'est ce que tu as dit, en fait. Est-ce que, dans le fond, on pourrait peut-être conclure, selon toi, que les autoritaristes, donc, qui admettent une continuité, qui ne sont pas dans le totalitarisme, seraient, en fait, un peu ce totalitarisme plus de droite parce qu'ils ont un aspect conservateur, en fait. Donc, ils ont l'aspect de conserver ce qui était avant eux. Donc, comme tu dis, ils s'inscrivent dans l'histoire. Donc, ils pourraient être un totalitarisme de droite, peut-être, d'une certaine façon, en étant autoritaire. Et l'aspect tabla rasa pourrait être un peu plus ouais, moyen, hein. Mais tu vois ce que je voulais dire un petit peu. Donc, vu qu'ils conservent d'une certaine façon, c'est peut-être un petit peu plus classé généralement à droite, là. C'était peut-être mon Oui, dernier. oui, mais j'aurais tendance à dire que ça, c'est pas des totalitarismes dans la mesure où précisément ils n'ont pas la caractéristique même du totalitarisme qui est la volonté de soumettre l'entièreté de la société à une idéologie, à une cause donnée et dont on ne peut pas sortir. À la rigueur, je dirais que les seuls conservateurs qui pourraient avoir une tentation totalitaire, ce seraient les conservateurs religieux. Ouais, Pourquoi? ouais. Parce que les religieux, eux, pour le coup, pensent que l'entièreté de la société doit être, les religieux. C'est excessif ce que je dis pas les religieux. En fait, en réalité, les religieux qui ont une vision intégriste veulent que la société entière soit soumise à leur idéologie donnée. Donc, Les religions politiques, en fait, là. exact. Donc, les seuls conservateurs qui pourraient avoir une tendance totalitaire, je pense que ce sont les conservateurs religieux, d'autant plus au sein des monothéismes. Pourquoi? Parce que le monothéisme, comme son nom l'indique, c'est la croyance, comme je le disais tout à l'heure, en l'un, L', c'est-à-dire en une unité et en un Dieu. Il n'y a pas il n'y a pas de divergence, il n'y a pas plusieurs dieux comme dans les polythéismes. Donc, de ce fait, ça renforce la dimension totalitaire potentiellement. Euh, un régime intégriste chrétien radical pourrait tout à fait être totalitaire. Évidemment, moi, je pense que l'islam, en tant que religion, est une religion totalitaire parce que justement, elle veut soumettre l'entièreté de la société et des individus à une idéologie et est prête pour ça à
faire la tabula rasa à un certain degré, mais ça c'est un autre débat qu'on abordera peut-être plus tard. Mais pour revenir donc à cette idée de sphère, Ouais. euh, il faut bien voir que les libéraux, ils naissent à gauche, hein. Le libéralisme, c'est une idéologie de gauche à l'origine, hein. Pourquoi? Parce que c'est aussi une idéologie qui se centre sur les droits individuels, hein, quand même, malgré tout, sur le fait que les droits individuels sont un peu la sacralité au sein d'une société donnée et que c'est un peu le baromètre. Donc à partir de là, c'est quand même une idéologie de gauche. D'ailleurs, je dirais que l'entièreté de l'Occident, depuis plusieurs décennies, vit dans une matrice de gauche, c'est-à-dire que notre référentiel est un référentiel de gauche, puisque les sociétés occidentales sont des sociétés libérales. Nos démocraties sont des démocraties libérales. Nos démocraties sont des États de droit. Donc, c'est-à-dire que même les gens de droite, aujourd'hui, souvent, ont un prisme, une vision du monde qui est teintée considérablement de gauche. D'ailleurs, il y a une Mais théorie, laisse-moi. Oh non, vas-y, excuse-moi. Vas-y, vas-y. il y a une théorie là-dessus, c'est qui s'appelle le sinistrisme, qui est le fait que donc sinistère, c'est la gauche, hein, étymologiquement en latin. Euh, D'ailleurs, c'est intéressant que sinistre, qui vient de Sinistère, ce soit à Ouais, non, gauche, en donc il fait, là, suffit d'être à droite tu pour que m'apprends quelque ça. chose là, que je ne savais pas. Donc, la racine latine sinis, Oui, ça veut dire Sinistère, gauche? Ça veut dire quoi? pardon? Tu dis ça veut pas dire la gauche. C'est quoi la racine? Sinis, ça veut Ben, dire. Sinistère, en latin, oui, si c'est ça, ça veut dire gauche, en fait. OK, Donc, OK. la Ah, gauche, OK. ça, ça vient du latin sinistère. Donc, c'est quand même intéressant. Mais, Ah, et le surtout que sin, sinistrisme, S-I-N est aussi, ça veut dire aussi péché, donc en anglais. Je ne ah sais pas oui, s'il y a un lien effectivement, avec ça en même temps. en anglais, effectivement, sin, ça veut aussi dire Ouais, péché. ouais. Euh, c'est intéressant, effectivement, La j'avais pas gauche est pensé à un ça. péché, ce sera le titre du, Ouais, de ça l'épisode. pourrait faire un bon. C'est intéressant. Euh, comme les Anglais disent left, eux, ils se protègent de ça. C'est Ça ça. leur parlera pas, mais le sinistrisme, c'est ça, hein, c'est le fait qu'on bascule toujours un peu à gauche dans les sociétés occidentales et que les gens de droite, sans s'en rendre compte, se mettent à valoriser des idées de gauche. Prenons un exemple simple. Euh, il y a certaines choses en France, la droite était assez anti-laïque à la fin du 19e siècle. Elle avait un discours qui était plutôt pro-religieux avec l'Église, et donc par conséquent, elle avait un discours assez anti-laïque. Et aujourd'hui, la droite française, il lui viendrait pas vraiment à l'idée de remettre en cause la laïcité. Au contraire, elle fait partie de ceux qui le défendent le plus au nom du conservatisme. Puisque la laïcité existe depuis 100 ans, il faut la conserver. Mais on comprend bien que donc, en tenant ce discours-là, la gauche d'aujourd'hui s'est gauchifiée, entre guillemets, par Ouais. rapport à la gauche d'il y a 100 ans, puisque la gauche d'il y a 100 ans était contre la laïcité. Donc, l'entièreté de l'Occident vit dans une forme de une matrice, on va dire, de gauche, parce que notre référentiel commun est plutôt un référentiel de gauche. Ça, il faut pas l'oublier quand on est quelqu'un de droite. Là, il faut avoir conscience de ça. Euh, Quand on dit conserver, mais conserver quoi? Est-ce que dans 40 ans, par exemple, le mariage gay sera considéré comme une valeur de droite puisqu'il faudra le Ça, conserver? ça. Et la question se posera. Imaginons, mais d'ailleurs la question se pose déjà d'une certaine manière. On sait qu'au sein du multiculturalisme, il est évident qu'il y a certains individus qui proviennent peut-être de régions du monde plus archaïques où l'idée du mariage gay leur fait horreur. Euh, bon. À partir de là, comment la droite se positionne par rapport à ça? Et comment la gauche aussi se positionne par rapport à ça? Donc, le libéralisme, donc, naît à gauche, comme le socialisme, mais leur vision de l'économie et leur vision de l'individu sont un peu différentes. Les socialistes mettent l'accent sur l'égalité, les libéraux mettent l'accent sur la liberté, évidemment. Donc, de ce fait, ça change le rapport à l'économie. Parce que si tu mets l'accent sur l'égalité, tu vas accepter des mesures étatistes qui vont venir porter atteinte aux libertés individuelles pour pouvoir permettre une plus grande égalité des citoyens. C'est Si ça. tu es très attaché au libéralisme, tu vas considérer que la liberté individuelle est plus importante que l'égalité et que donc tu ne vas pas accepter ces coercitions d'État
pour l'égalité parce que tu vas dire, oui, mais ça porte atteinte à mes libertés individuelles, à moi en tant qu'individu qui fait des choix. Donc, de ce fait, ils ont beau être de gauche tous les deux, le libéralisme et le socialisme ont des grosses oppositions sur des choses fondamentales. Ben, c'est ça, en fait, c'est là que j'allais t'interrompre tout à l'heure, parce qu'en fait, tu vois, tu plaçais tes pions et j'étais comme, ah, tu vois, dans ma tête, lorsqu'on parle de liberté individuelle, moi, là, j'associe ça aussi avec l'idée de libertarianisme. Donc, tu vois, donc le libertarianisme, en fait, est vraiment considéré de droite, généralement, et c'est la maximisation des libertés individuelles, même au détriment de l'État, d'une certaine façon. Alors, mais donc, si on revient un peu à l'idée de sphère, donc si en bas on parle de liberté, on pourrait avoir peut-être à droite un peu plus l'aspect libertarien, donc dans le sens qu'il est peut-être en opposition à l'État, et l'aspect libéral, les deux seraient une maximisation de la liberté individuelle, mais le libéral serait plus finalement plus près de faire des concessions étatiques, et de droite serait plus loin de cela et plus près d'y aller vers ce qu'on pourrait appeler l'anarcho, l'anarcho-capitalisme, peut-être quelque chose comme ça, là, tu sais, d'une certaine façon, là. Donc, Mais moi, je considère que les l'organisation libertariens, par la main oui, invisible, tu sais, ou l'organisation des différentes milices civiles, etc. mais moi, je considère que les libertariens sont des gens de gauche. Ah, OK, Euh, OK, OK. oui, et que le libertarianisme Dis-moi en est plus. une idéologie de gauche. OK, Mais c'est là, simplement tu es cohérent avec ce que tu disais avant, là, en fait. Mais tu vois, dans ma tête, là, je suis pas certain de te suivre là. Donc, peux-tu m'expliquer plus en détail pourquoi, pour toi, c'est à gauche? parce que précisément, elle considère que la liberté individuelle, la liberté de l'individu est le cœur de la politique sociétale et que tout doit être fait, comme tu l'as dit, pour maximiser les libertés individuelles. Or, cette notion de liberté individuelle, c'est une notion dans la modernité qui naît avec la gauche, parce que dans le monde, on va dire pré-révolutionnaire, parce que c'est un peu la Révolution française qui fait l'avant et l'après, là, même si ce que je dis est pas tout à fait vrai, parce que les Anglais, c'était comme un autre système et ils Ouais. commençaient déjà à avoir l'idée de partis politiques, etc. avant la Révolution. Mais quand même, la Révolution est une grande étape dans la création de la modernité politique occidentale. Et dans le monde pré-révolutionnaire, cette idée de liberté individuelle qui l'emporte sur tout le reste, ça va vraiment pas de soi pour les gens de l'époque, mais vraiment, vraiment pas du tout. Il y a des idées, des valeurs collectives qui sont considérées comme plus importantes que ton individualité et à laquelle tu vas te soumettre parce que bah, la société est comme ça et que donc tu dois l'accepter. Or, les libertariens sont, pour moi, même, j'irais presque jusqu'à dire, des gens de gauche radicaux, parce qu'ils vont tellement loin dans la liberté individuelle, ils considèrent qu'elle est tellement fondamentale, qu'ils sont prêts, il y a même presque un aspect un peu révolutionnaire en eux, ils sont prêts quand même à renoncer à des choses qui, pour nous, nous semblent un peu une évidence, parce qu'ils vont dire, ah mais justement, ça remet en cause nos libertés individuelles. Donc, mais je comprends pourquoi toi tu dis ça. C'est parce que dans le contexte nord-américain, C'est très américain, là, l'aspect libertarien américain. Puis je ne sais pas si c'est là que tu allais, mais tu vois, dans ma tête, là, la donnée que j'ai rajoutée en t'écoutant, c'était pourquoi je le vais. En tout cas, j'ai l'impression que l'aspect libertarien moderne, plus d'inspiration américaine, mhm, a quand même une place centrale à l'aspect de la nation. Donc, l'aspect nationaliste slash patriote peut être très euh, en phase avec l'aspect libertarien américain, je crois. Donc, beaucoup sont pro-américains. Donc, il y a comme un aspect quand même national mais là, national, ça fait de gauche, mais patriotisme de droite. Tu sais, là, c'est mélangé un petit peu. Mais il y a comme un aspect, oui, liberté individuelle, mais en même temps, euh, tu sais, on est américain, tu sais, puis fierté, là, tu sais, américaine et tout ça, tu sais. oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de libertariens américains. Patriotisme, En fait, il y a beaucoup de libertariens américains qui ont un certain conservatisme sociétal aussi, c'est ça. des familles qui sont très religieuses, par exemple, qui vont être très croyantes et qui en même temps sont libertariens. Euh, Moi, je me demande jusqu'à quel point, en fait, les libertariens américains sont totalement cohérents avec leur idéologie. Je me pose des questions par rapport à leur cohérence interne parce que euh, la société existe parce qu'il y a aussi un État qui permet de la faire tenir ensemble. Ouais, c'est ça. Euh, une société sans État peut vite tomber dans une forme d'anarchie et jusqu'à quel point, donc, de ce fait, on peut
continuer à avoir une vision, on va dire, nationaliste, donc comme tu le dis, si on est pour l'anarchie. Il y a là quelque chose, je pense, qui est pas très cohérent. Moi, les libertariens de droite me posent, mais je trouve ça intéressant du point de vue du débat d'idées, mais les Ouais. libertariens de droite me posent un problème sur le plan cohérence politique, parce que j'ai l'impression qu'ils sont pas très cohérents. Pour moi, les libertariens cohérents sont des gens très à gauche et qui vont être radicaux là-dedans. Je trouve d'ailleurs que l'administration Trump est très intéressante à ce niveau-là et que c'est une grande partie du clash qu'il y a eu entre Elon Musk et Donald Trump. Alors, il y a certainement une part de théâtralité là-dedans, là, c'est des showman, ok, d'accord. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a quand même quelque chose de fond. C'est-à-dire que Elon Musk, qui me semble, lui, beaucoup plus proche des libertariens, euh, plus il y a d'États, plus ça lui pose problème. Il considère un peu l'État comme l'ennemi. Or, on voit bien qu'avec Donald Trump, et ce qui a certainement déçu une partie de son électorat, euh, alors je sais pas quelle proportion de son électorat, mais certainement une partie, il est beaucoup plus étatiste qu'on ne le croyait au départ. Hmm. Les mesures autoritaires lui posent pas de problème. Il est isolationniste, il met des tarifs phénoménaux sur tous les pays pour favoriser l'industrie nationale de son pays. Il est assez nationaliste et donc de ce fait, je pense que ça s'oppose à beaucoup d'idées de libertariens parce que pensaient qu'il allait être leur champion. Or, il l'est pas complètement. Le vrai libertarien, j'aurais tendance à dire, c'est Elon Musk. Et c'est là où on voit la distinction qui se fait avec le Trump nationaliste, qui pour moi est plus à droite. Tu vois, j'aurais tendance à dire que Elon Musk, c'est un homme de gauche, mais c'est un homme de gauche qui est cohérent. Et comme il est cohérent, je pense qu'il y a une grande cohérence intellectuelle chez Elon Musk. Euh, il y a une certaine logique dans son parcours. Trump, je pense, lui, est un vrai homme de droite, c'est-à-dire que il est assez conservateur, il croit au libéralisme économique, oui, mais dans le même temps, il n'hésite pas à lui mettre des barrières s'il estime que l'économie nationale a besoin d'une barrière pour que ça aille mieux. Alors qu'un libertarien va dire, ben non, laissons le marché décider de tout ça. Moi, j'ai vu des articles du Wall Street Journal qui sont extraordinairement critiques des tarifs de Trump parce que justement, ils estiment que c'est pas du tout assez libéral pour eux. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est pour ça que moi, j'aurais tendance à classer les libertariens comme des gens de gauche et que les libertariens de droite me posent problème parce que je pense qu'ils sont pas cohérents avec eux-mêmes. Euh, et donc, je trouve qu'il y a quelque chose qui cloche en fait dans leur idéologie. Mais c'est pour ça que si on me disait qu'est-ce que c'est que la droite, essaye de définir la droite, je dirais que l'aspect conservateur est fondamental. Quelqu'un de droite qui est pas conservateur, je trouve ça un peu étrange. Et aussi qui croit précisément en le rôle de l'État. Pour moi, la droite nécessairement accorde à l'État une grande importance, sans être pour autant un État socialiste totalitaire qui veut régenter la vie de tout le monde. Euh, et j'adhère assez en fait à l'idée de national-libéralisme, je dirais, c'est-à-dire à la fois la croyance en le nationalisme et en même temps la croyance en un certain degré de libéralisme sur le plan économique et favoriser l'entrepreneuriat et donc favoriser les libertés individuelles à un certain égard. C'est simplement que j'y mets des limites. Oui, c'est ça, le national-libéral, je dirais, met des freins au libéralisme. Quand le libéral intégral, le libertarien, ne voit pas vraiment de frein à son idéologie. C'est une vision du monde d'ailleurs assez idéologique, la vision libertarienne, parce qu'elle soumet l'entièreté de la société à une idéologie donnée. Et moi, j'ai toujours un problème avec ça parce qu'on vit pas dans le monde de l'idée, on vit dans le monde, le monde sensible, si je puis dire, le monde empirique, le monde des faits. Et en permanence, il y a des choses qui remettent en cause notre idéologie et on l'adapte hein, parce qu'on vit pas dans un monde pur, non. Et souvent, les gens de droite, j'aurais tendance à dire, sont plus pragmatiques. C'est d'ailleurs ce qu'il aurait reproché par la gauche, hein, Ouais. d'être trop pragmatique, de pas avoir assez un idéal, etc. Et Trump adhère à ça. Hein, on le sait, c'est
la philosophie du common sense, là, du sens commun, qui est une école philosophique écossaise réelle, hein, et à laquelle Trump adhère véritablement d'un point de vue idéologique, et qui donc accorde une plus grande place à l'empirisme et au côté pratique. Donc c'est sûr que c'est pour ça que moi, sur les questions gauche-droite, euh, je pense que c'est là que se situe véritablement la différence, beaucoup plus que euh, que ce qu'on définit parfois comme étant la gauche et la droite. Il faut bien voir aussi qu'on vit dans une société libérale et que le monde occidental est intégralement libéral. Nos démocraties sont des démocraties libérales, c'est un fait. Donc à partir de là, on pense au sein de ce monde libéral-là. C'est ça qui fait que parfois on est un peu perdu pour savoir ce qui est à gauche ou ce qui est à droite, parce que on, on, on a oublié le fait que nos sociétés sont des sociétés libérales. à C'est la le base. cœur de nos sociétés, à l'heure actuelle par la modernité. Oui, absolument. Et tu vois, tu parlais justement de ramener ça un peu plus pragmatique et donc pour amener le plancher des vaches sous toutes ces notions différentes ici. Et si on ramène ça à la politique du Québec, tu sais, en fait, j'aurais envie de te demander, selon toi, parce que bon, présentement, depuis la remontée, là, si on veut, en cours du Parti québécois au Québec avec Paul Saint-Pierre Plamondon, la question du nationalisme est vraiment, vraiment revenue de l'avant-plan. Autour de ça, il y a des gens qui tirent la corde comme vous, donc du côté vraiment ethno-nationaliste, là, de travailler beaucoup sur la question de l'immigration, de la démographie. Qu'est-ce que devrait être la nation du Québec en termes démographiques par rapport à tout ça? Et il y a une espèce de schisme, si on veut, qui prend de plus en plus place, beaucoup dans les derniers, depuis cet été en 2025, entre les différentes factions de droite, si on veut, du Québec. On parle beaucoup de la droite de Québec. Tu as la droite plus, on pourrait dire, plus je la dire élitiste à la bas côté, et tu as la droite ethno-nationaliste comme vous, et il y a la droite plus conservatrice religieuse même, qui peut être Ah oui. représentée sur le web par des gens comme Théo Vox, qui travaillent là-dessus, qui sont très intéressants. Moi, j'adore ce qu'ils font aussi. Et donc, la droite de Québec, en fait, si je peux la classer ainsi, bien sûr, là, ils diront, ouais, mais les trois quarts ou la moitié de nos fans, nos écouteurs, si je parle du podcast de Yann et Frank, sont dans la région du Grand Montréal, je pense. Mais bon, c'est juste pour l'expression droite de Québec, là, ou la droite PIB, je pense que Cormier Denis l'appelle comme ça. Eux, Oui. ils se revendiquent en fait d'un aspect plus libertarien, en fait, à ce niveau-là, économique et tout ça. Mais de la façon que tu en parles, en fait, toi, tu classerais même ça à gauche. Donc, c'est intéressant de Oui. voir qu'est-ce qu'il leur reste de droite, ces gens-là, parce qu'en fait, ils sont pas nécessairement nationalistes tant que ça. Ils sont pas tant anti-État. Donc, quelle est leur droite, selon toi? Et ont-ils un aspect de droite? Moi, j'aurais tendance à dire, effectivement, pour parler de Yann et Frank, que je les classe plutôt à gauche. Pour moi, leur vision, c'est parce que il y a comme une idée qui consiste à dire, parce que tu veux moins payer d'impôts, tu serais de droite. C'est ça. Mais Alors qu'il me semble c'est quand n'importe même, qui de gauche ou de droite veut moins payer d'impôts. oui, en quelque sorte, Et veut se effectivement. faire Donc, foutre la paix dans sa vie. Quoiqu'il y a des gens qui exact. ont besoin d'autorité. Donc, il y a des gens qui ont Oui, besoin de se faire dicter les trucs, potentiellement. Donc, peut-être l'aspect un peu plus individuel, le fait laisse-moi la paix, laisse-moi faire ce que je veux dans ma vie. Peut-être ça pourrait être là, leur côté un peu plus peut-être de droite, on pourrait dire. oui, et encore, parce qu'effectivement, comme moi je le disais, je pense que la droite, c'est aussi quand même un rapport à la croyance en un État fort. Et une Donc, de hiérarchie, ce fait, exact. oui, donc de ce fait, pour moi, ils sont à gauche, mais c'est une gauche libérale. Et elle s'oppose donc à la gauche socialiste, qui, elle, veut toujours plus d'impôts et toujours plus de choses sociales, etc., etc., parce qu'elle croit plus, j'en reviens à la dichotomie égalité-liberté, c'est-à-dire que la gauche sociale ou socialiste croit beaucoup plus à l'égalité. Donc, par conséquent, ben, s'il faut que l'État te mette plus d'impôts, plus de taxes ou plus d'interdits pour favoriser l'égalité, si tu es de gauche socialiste, tu vas trouver ça positif. Mais si tu es de gauche libérale, non, parce que ça porte atteinte à ta liberté individuelle. Mais pour moi, Yann et Frank, et ce qu'on appelle donc la droite de Québec, là, Ouais. c'est pour moi une gauche, c'est tout simplement une gauche libérale. C'est Donc elle intéressant parce s'oppose qu'ils à s'associent au l'autorité. Parti conservateur et d'Éric Oui, Duhaime et ils se disent de centre-droit, mais dans les faits objectifs, si on prend une distance, un point de vue, ils sont plus centre-gauche, finalement, on pourrait dire, là, tu sais. mais d'ailleurs, même le Parti conservateur d'Éric Duhaime, par Et- moment, je me pose la question, je me dis, mais c'est quoi sa caractéristique de droite, en fait? Exact. C'est quoi être un... en fait, je comprends pas trop
ce qu'il y a de droite là-dedans. Mais je te dirais qu'en même temps, au Québec et au Canada, la droite, elle n'existe pas vraiment. Ouais, c'est ça, exact, exact. Parce Même que même le Parti Poilièvre, à ce niveau-là, au conservateur, fédéral, il n'y avait pas ben c'est ça, il grand-chose n'y de a pas droite. vraiment de différence. C'est-à-dire que le Parti conservateur, c'est juste du conservatisme fiscal. Ouais, exact. C'est-à-dire qu'il considère que, ben, ce qu'on vient de dire, il faut payer moins d'impôts. Mais ça fait pas c'est pas un Et d'être programme là, politique. peut-être l'aspect rigueur, aussi rigueur budgétaire, tu sais, C'est moins, ça, moins oui, oui, s'endetter, c'était cette espèce de notion-là d'austérité potentiellement, etc. effectivement. Ce qui était étiqueté au Parti libéral du Québec. Beaucoup, c'était comme l'aspect de droite du Parti libéral du Québec, potentiellement. Effectivement, Ouais, ok. effectivement, potentiellement, il y aurait ça. Disons que le Parti conservateur, c'est la droite du Parti libéral. Ouais, c'est ça, exactement. On va le dire comme ça. Et donc, j'avoue que je vois pas trop ce qu'il y a de droite là-dedans. Je te dirais que les seuls un peu à droite au Québec, c'est Nomos TV en réalité, Finalement, ouais, c'est parce ça. que finalement, il y a que l'un où il y a un vrai discours à la fois qui accorde à l'État une importance, qui en même temps n'est pas socialiste, on n'est pas du tout socialiste à Nomos TV, donc qui croit à l'entrepreneuriat, à la liberté entrepreneuriale, à l'économie de marché, etc., mais qui met des limites à ça, qui dit, OK, l'économie de marché, mais l'entièreté de la société n'est pas soumise seulement à l'économie de marché, c'est pas notre seul critère, il y a d'autres critères qui sont plus importants encore, comme précisément la nation, et le maintien d'une continuité culturelle, je dirais. Euh, je pense que ça aussi, c'est un aspect très fort à droite, c'est l'idée de maintien d'une continuité culturelle Donc, et donc de ce absolument. fait. Et ramenons, en fait, peut-être on pourrait se diriger tranquillement vers un wrap-up de l'épisode. Ramenons donc la notion de fascisme dont on s'est écarté dans les 20 Oui, 20 dernières minutes. Donc, bon, même là, si on dit on a du centre, centre-gauche, là, je m'en vais à droite, je m'excuse, mais de mon côté, je suis à gauche. Centre, centre-gauche et tout ça, on a vous qui sont quand même, mettons, Nomos TV qui représente une certaine droite décomplexée aux tendances ethno-nationalistes. Il y a quasiment un trou entre les deux, il y a quasiment un trou de centre-droite au Québec qui pourrait être là, même qui pourrait prendre une certaine place, qui est vacante entre Nomos et le centre Yann Frankiste potentiellement. effectivement. Si on prend vos idées, si on veut, de Nomos TV, pour ramener la notion de fascisme, donc tu parlais justement de l'aspect continuité culturelle, on parle d'une conscience raciale d'une certaine façon du peuple canadien-français sur son territoire. Donc Mhm. l'idée, je sais qu'Alexandre Comiedoni a dit publiquement plusieurs fois que dans une constitution potentielle d'un nouveau Québec indépendant, pour lui, on inclurait que le Québec est la terre légitime des Canadiens français en Mhm. Amérique du Nord, donc de ne pas être des étrangers sur leur propre terre. Donc là, tout de suite, on est près de ce qu'on pourrait appeler classiquement le fascisme, nazisme, parce que tu parlais toi-même de la composante raciale nazie du moment. Mhm. Donc, peut-être selon toi, pourquoi est-ce que ces positions-là ne seraient pas en fait une ouverture vers un retour du fascisme euh, en défendant ces positions-là qui sont d'une certaine façon des positions plus normal de ce qu'on pourrait parler du personnage d'Hitler ou du nazisme avant qu'il y ait l'aspect totalitariste et finalement peut-être génocidaire là, à ce niveau-là par rapport, mettons, à la question juive, tu sais. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir votre conscience sans tomber dans le fascisme? Et en même temps, ben, c'est ma question principale, mais je veux aussi qu'on conclue avec le fascisme moderne, qu'on peut peut-être ramener tranquillement parce que je sais que dans ton texte qui m'avait intéressé, tu avais parlé du fascisme antifasciste qui est en lien avec la gauche également. Donc, je fais juste le mettre si jamais ça t'allume quelque chose, mais la question principale, comment avoir une droite décomplexée ethno-nationaliste sans faire le jeu du fascisme finalement? Bah, je dirais que premièrement, l'idée d'ethno-nationalisme, c'est tout simplement l'idée même de nationalisme. C'est-à-dire qu'on peut pas être nationaliste si on n'est pas un minima ethno-nationaliste. Pourquoi? Parce que la nation, moi je reviens toujours à l'étymologie des termes pour essayer de retrouver l'essence des mots et de leur origine. Nation, ça vient de nacere en latin, et nacere en latin, ça veut dire naître. Donc l'idée de nation, c'est l'idée d'un territoire qui est façonné, modelé par un peuple donné et qui va le modeler culturellement en réalité, et va faire que le Québec est différent de l'Ontario parce qu'il a été modelé historiquement de manière différente.
C'est ça une nation. Mais on comprend tout de suite qu'à partir du moment où on dit ça, il faut accepter que sur un territoire donné, il y ait un peuple donné qui ait façonné culturellement le territoire en question. Parce que s'il n'y a pas de peuple donné qui le façonne, ben dans ce cas-là, comment expliquer que le Québec est le Québec, que la Suède est la Suède, que le Japon est le Japon, que euh, le Maroc est le Maroc, etc. Comment définir et expliquer ça si on n'est pas capable de dire en priorité qu'il y a un peuple qui a façonné culturellement ce territoire-là? Je Et dirais même, j'infuse tout de suite dans ta réflexion parce que si je me mets dans la tête de quelqu'un de gauche, il va dire oui, mais le peuple n'est pas obligé d'avoir une connotation ethnique ou raciale unique. Ça pourrait être un peuple donné qui est multiculturel, multiethnique et qui a fait créer la naissance d'un peuple. Donc ça pourrait être pourquoi amener la notion ethnique là-dedans? Ça pourrait être un peuple avec des noirs, des blancs, des bruns, des jaunes, des rouges qui ont donné la naissance à une nation et qui l'ont façonnée. Donc, si on parle tout de suite d'un peuple associé avec une composante ethnique, elle a, tu sais. effectivement, en fait, ça se peut pas vraiment parce que le multiculturalisme, précisément, c'est ça. Ce sont plusieurs nations. D'ailleurs, ça le dit de lui-même. On parle des Premières Nations. Et les Premières Nations, c'est ça, c'est un peuple donné à chaque fois sur un territoire, et c'est un peuple différent quand on parle d'une autre nation amérindienne. Donc le problème de ce raisonnement de gauche dont tu viens de parler, c'est qu'il accepte pour tous les peuples de l'humanité quelque chose qu'il n'accepte pas pour les Blancs occidentaux, grosso modo. Si on lui disait, moi je connais très mal les Premières Nations et leurs noms, alors je veux pas dire de bêtises, mais j'imagine que la nation Crie, tu connais Les ça Cris, peut-être les mieux que moi. Wendat, les Sioux, ouais. Bon, ils ont des territoires qui leur sont établis. Si jamais on leur disait, bah, cette nation Crie, euh, elle est bien intolérante, elle devrait accepter l'immigration des gens qui viennent d'Afrique et de je ne sais où, les gens de gauche eux-mêmes diraient, bah non, ça marche pas. Les Cris, ils ont le droit à leur territoire, ils ont le droit à leur nation. Donc le raisonnement, en fait, ne tient pas. D'ailleurs, moi, je me réfère pour ça à une grande figure de gauche. Et non, il n'était pas de gauche, c'est pas vrai ce que je dis, mais une grande figure qui a été quand même célébrée par la gauche, qui est Claude Lévi-Strauss, l'anthropologue. Mhm. Et Claude Lévi-Strauss le disait, il disait, il n'y a pas de société, aucune société ne peut exister sans une part, je dis bien une part, de xénophobie. C'est-à-dire un peu de rejet de l'autre, de Mhm. dire ouais, mais ça, tes valeurs là de petite fille que t'excises, je suis désolé, mais moi dans ma société, ça marche pas ça. On veut pas de petite fille excisée. Mais à partir du moment où on dit ça, moi je veux pas de petite fille excisée dans ma société, c'est une forme de xénophobie parce que je rejette une valeur culturelle de l'autre. Je fais même une hiérarchie, je dis qu'elle est moins bonne que les valeurs de ma société et que je ne veux pas voir ça sur mon territoire. Et Donc, moi, je vois ça comme deux choses différentes. Par exemple, l'aspect refusé, fermé à ça, et la hiérarchie. Est-ce que tu vois ça comme deux choses différentes? Parce qu'en fait, on peut tout absolument. simplement dire, je ne veux pas de cette valeur-là, mais tu pourrais avoir une certaine forme de relativisme moral. Dans ta société, peut-être que ta valeur peut être très bonne, je ne jugerai pas cela, mais nous, c'est simplement qu'on ne veut pas cette valeur-là. Et toi, tu dirais donc supplémentairement, en plus, je juge que ta valeur est moins bonne que nos valeurs à nous. Ben, c'est-à-dire C'est pas qu'aussi, obligatoire nécessairement. non, Ouais, c'est non, ça. d'ailleurs, c'est ce que Claude Lévi-Strauss dit de manière très très juste. Il montre que, parce que c'est ça, bah, évidemment, on va pas rentrer dans un tunnel, ce serait une capsule entière là-dessus, mais Ouais, ouais, ouais. dans Race et Histoire et dans Race et Culture, ces deux grands textes, hein, bah, qui sont deux conférences en fait, il montre bien que dans Race et Histoire que la xénophobie, c'est pas le racisme, par exemple. Le racisme, c'est pas dire je rejette ta valeur. Le racisme, c'est dire bah, il y a des races qui sont supérieures et des races inférieures. Exact. C'est ça le racisme. C'est pas dire bah moi ta valeur, ok sur ton territoire, mais sur le mien j'en veux pas. Ça c'est plutôt de la xénophobie. Mhm. Euh, et mais dans chaque société, on a des morales et la morale définit toujours des choses qu'on considère comme plus ou moins bonnes. Et donc, par conséquent, il y a une forme de hiérarchisation qui se fait. Mais c'est une hiérarchisation qui se fait au niveau des mœurs, hein, pas au niveau des individus. Quand je dis, je considère que l'excision est une pratique que moi je considère comme barbare et que je trouve inférieure aux valeurs qui sont les nôtres au Québec et au Canada, je fais une hiérarchie dans les mœurs en question et dans les pratiques, mais je fais pas une hiérarchie des individus. Je suis pas en train de dire que les sociétés où on pratique l'excision ont des individus qui sont inférieurs.
Exact, Ils exact. pourront très bien, à terme, et d'ailleurs c'est déjà en partie le cas, c'est-à-dire qu'en Afrique, il y a énormément d'Africains qui luttent contre l'excision. Donc il y a déjà en Afrique des gens qui disent, mais l'excision est une valeur archaïque, une pratique archaïque, pardon, qui n'est plus acceptable dans nos sociétés. Je fais une hiérarchie entre les pratiques, je fais pas une hiérarchie là entre les individus. Donc c'est quand même quelque chose de très différent. Et pour revenir à ta question, on va dire essentielle sur le retour du fascisme. Ouais, ouais. Potentiel. Euh, non, parce que justement, la vision ethno-nationaliste s'inscrit dans une continuité. C'est-à-dire, on part d'un constat. Il faut bien comprendre que ce que fait Nomos TV, c'est quand même, je dirais simplement du bon sens. On part d'un constat qui est de dire le Québec a été fondé par des Canadiens français qui l'ont façonné culturellement et qui font que le Québec est ce qu'il est aujourd'hui. C'est parce que des Canadiens français, historiquement, culturellement, anthropologiquement, ont fait de ce territoire ce qu'il est aujourd'hui. Et nous estimons, nous voulons, nous souhaitons et nous estimons juste que la continuité historique se maintienne, c'est-à-dire que ce peuple qui a créé le Québec puisse continuer à vivre sur son territoire en étant le peuple majoritaire, puisque c'est celui qui a façonné ce territoire et qui fait que ce territoire est ce qu'il est aujourd'hui. Donc, c'est simplement, je pourrais même dire, si j'étais un peu provocateur, que ce que l'on réclame, c'est une valeur qui a été défendue par la gauche pendant des décennies, qui a été de dire les peuples ont le droit à leur autodétermination, et comme ils ont le droit à leur autodétermination, ils ont le droit de déterminer les critères de leur nation qu'ils estiment fondamentaux et de dire ça c'est possible, ça l'est pas, etc. Donc en fait, je fais appel aux valeurs de gauche qui sont celles de dire que les peuples ont le droit à leur autodétermination, qui est l'un des grands combats de gauche dans les années 50 contre les différents colonialismes là, qui était de dire ben, ces peuples-là aussi ont le droit à leur autodétermination. Donc ce que fait Nomos, ce n'est rien d'autre que ça. C'est de dire que nous voulons cette continuité historique et que pour que cette continuité historique se maintienne, bah, par définition, ça veut dire que les Canadiens français restent majoritaires. Et donc, c'est une remise en cause, effectivement, de l'immigration de masse telle qu'on la connaît, puisque par définition, c'est mathématique. Si elle continue comme ça, les Canadiens français ne seront plus majoritaires sur leur territoire, c'est une évidence. Donc, c'est en ça que je dis qu'il n'y a pas vraiment de lien ni avec le fascisme. Bah déjà, on n'est pas socialiste. Deuxièmement, on veut pas de tabula rasa. Au contraire, on veut une continuité historique. On veut pas que l'entièreté de la société soit soumise à un État totalitaire et idéologique. Et dans le même temps, euh, il n'y a pas non plus dans ce que l'on dit de hiérarchie raciale pour envoyer au nazisme là. Il y a une hiérarchie des valeurs et des normes. C'est-à-dire que nous estimons qu'il y a des normes et des valeurs qui nous semblent supérieures, en tout cas sur notre territoire. Il ne s'agit pas d'aller dire aux Saoudiens, attendez, vous allez changer votre mode de vie parce que nous, on a décidé que. Ça, c'est de l'impérialisme. Nous, on dit simplement, faites ce que vous voulez, mais sur le territoire québécois, il y a des valeurs qui doivent avoir la priorité. Et on parle bien ici de valeurs. Donc, c'est en ça que je dis qu'il ne peut pas y avoir un quelconque lien avec cette idée de retour du fascisme ou du nazisme. Il y aurait plutôt une forme de conservatisme, ça c'est évident, mais ce qui ferait l'espèce de c'est la pente glissante, la pente savonneuse, le sophisme de la pente savonneuse. Hein. Tu dis que t'es pour ça, mais Hitler le disait aussi, donc ça veut dire que t'es hitlérien. Ouais, c'est ça. Euh, Hitler était pour la défense des animaux. On sait qu'Hitler avait un prisme très fort pour la défense des animaux, qui supportait pas le Végétarien, tout ça, ouais. vacances, etc., effectivement, et qu'on disait, ah bah, toi, tu l'es, donc ça veut dire que tu es d'accord avec Hitler. C'est un sophisme. C'est une arme rhétorique pour essayer de clouer le bec de l'adversaire en face pour qu'il se taise, parce qu'après, la personne, comme elle peut pas accepter de se dire nazie, bah, elle va passer toute l'interview à essayer de se défendre pour expliquer qu'elle n'est pas nazie, et de ce fait, on a oublié le débat d'origine, quoi. Donc, c'est une tactique rhétorique qui marche, qui est assez efficace, mais disons, je pense qu'on est arrivé Qui est un des outils principaux, ben, pas étrangement, mais pas probablement logiquement, j'imagine, des gens de gauche depuis les 10 dernières effectivement, années. C'est donc effectivement. ce que les bas côtés appellent les étiquettes infamantes, etc. Donc, tu étiquettes la personne et finalement, tu passes ton temps à te défendre sur la nature de tes pensées au lieu de parler des idées Absolument. et de faire évoluer le débat, tu sais.
Et absolument, mais d'ailleurs, ça a été théorisé en tant que tel par Staline, hein. Staline, les staliniens l'ont théorisé comme tel. Accusez votre ennemi d'être fasciste, et de ce fait, il devra se défendre de cette accusation infâme. C'est littéralement théorisé par Staline. Donc oui, c'est une tactique de gauche classique. Euh, la droite peut le faire aussi, hein. Quand on dit à quelqu'un woke, le wokisme devient un peu notre fascisme à nous, là. Exact, C'est-à-dire que exact. Ouais, ouais. accuse l'autre d'être woke et puis là il doit se justifier pour dire ben non je suis pas woke, etc., etc. Mais disons que la droite le fait beaucoup 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 moins que la gauche effectivement, dans le débat quoi. Écoute, on a déjà dépassé de quelques minutes le temps de base. Et comment ça va, toi, au niveau de ton horaire? Es-tu encore là pour une petite dernière question ou on clore Oui, le ben je truc? peux rebondir sur ce que tu disais à propos du fascisme des antifascistes, hein. Oui, mais C'est-à-dire ben, à que ce moment-là, avant, oui, vas-y. ben en fait, non, vas-y, non, oui, j'aimerais te lancer deux petits trucs, puis probablement que ça va recouper ça. Euh, Parce que avant de faire ça, peut-être, juste par rapport à Nomos TV et la notion donc de légitimité ou de continuité historique du peuple qui a qui a participé à la naissance de la nation du Québec ou du Canada français. Je ne sais pas c'est quoi votre position par rapport justement aux Premières Nations. Parce que moi, disons, avec le temps, mais c'est dans ma tête, là, tu sais, j'ai justifié euh, personnellement pour le plaisir le terme canadien-français comme peuple le fondateur du Québec en incluant le terme Canada, qui est Kanata, qui est un terme donc natif, autochtone, Première Nation, qui dans ma tête, pour moi, on pourrait, je crois, peut-être ce serait une redéfinition, mais peut-être que le terme canadien-français en lui-même pourrait inclure les Premières Nations. Probablement que eux ne seraient pas d'accord avec ça. Mais si on voulait, disons, faire une paix, là, tu sais, donc tirer une certaine façon de faire certaines catégories. Donc, le terme canadien-français serait donc un terme incluant les Canadiens, donc le Canada qui serait les Premières Nations, les Français, donc colons, et les Canadiens français, l'aspect métis potentiellement de ça, de l'époque, là, je reviens là-dessus, qui tout ça formerait un peuple. Donc, la naissance du territoire inclurait les Premières Nations, même ceux qui ne voulaient pas s'intégrer à cela, parce qu'il y en a beaucoup avec lesquels on s'est jumelé, qui ont voulu finalement Mhm. qu'on travaille le territoire et qu'on crée quelque chose. Euh, mais vous, chez Nomos, donc par rapport à ce que je viens de te dire, quelle est votre position par rapport à la légitimité des Premières Nations comme peut-être démographie continuelle, historique de la naissance du Ça, c'est Canada? une bonne question parce que j'avoue que je suis moins collé là-dessus en tant qu'immigrant que C'est vrai? Alexandre et Philippe Ouais, qui y ouais. réfléchissent depuis qu'ils sont adolescents. C'est une bonne question. Je t'avouerais que c'est pas une colle, mais un petit peu quand même parce que je suis pas capable d'y répondre avec autant de précision que le ferait Alexandre ou Philippe. J'aurais tendance à dire que la question des Premières Nations est entre guillemets, un problème à résoudre parce qu'effectivement, comment on les intégrerait dans un Québec qui serait indépendant et qui serait donc un pays souverain? Euh, Est-ce que ce serait un décalque de ce qui se passe aujourd'hui au sein du Canada, c'est-à-dire qu'il y aurait des réserves et puis bah, ce serait simplement au Québec? Est-ce que ce serait intégré à un ensemble commun? Je pense qu'Alexandre, lui, euh, j'espère que je dis pas de bêtises, bon, il me corrigera au pire. On le réinvitera encore, ben oui. C'est ça, exact. Mais je pense qu'Alexandre, lui, part du principe qu'on aurait dû les assimiler et qu'on aurait dû assimiler les Amérindiens, les autochtones, au Québec, en réalité, pour en faire en quelque sorte des Québécois. Et je crois, Euh, et corrige-moi, et encore une fois, peut-être que tu n'as pas non plus les connaissances, et moi, je ne suis pas quelqu'un non plus qui a ces connaissances-là non plus. Et en fait, il faudrait directement parler avec des gens qui ont la continuité orale ou historique des Premières Nations, puis qui nous donnent leur point de vue là-dessus. Je sais qu'ils sont très divisés, mais je crois que même il y en a beaucoup parmi eux qui voulaient faire ça, mais en fait, la genèse ou la source de cette non-assimilation est fédérale, en fait. C'est la loi sur les Indiens, c'est les réserves, ah, et mais c'est oui, qu'on mais ça, les c'est a. sûr et certain. C'est pas Ben le oui. Québec ou le Canada Non. français qui n'a pas voulu les assimiler. En fait, on aurait voulu, je crois, à tout le moins, qu'une partie, une grande partie s'assimile avec nous et créer des espaces potentiellement traditionnels pour eux, mais pas les réserves comme ça ici. Ça, c'est. Donc, Mais toi ça, aussi, tu as, cette, effectivement, oui, perception-là, si on veut, là.
OK. Effectivement, C'est parce pas que nous qui mais a la loi fait sur ça, là, les qui les a Indiens, mis dans les réserves de, tu sais, bien qui a sûr. écrit la loi. C'est pas le Mais Québec. la loi sur les Indiens correspond totalement au prisme anglo-saxon multiculturaliste, Ah, c'est-à-dire que justement, le prisme multiculturaliste part du principe qu'il ne doit pas y avoir de mélange et que chacun doit être dans son coin, et puis chaque nation, et puis c'est une réduction, c'est du réductionnisme qui consiste à te réduire à ta communauté d'appartenance, et puis tu peux pas vraiment en échapper. D'ailleurs, ils reproduisent aujourd'hui la même chose avec la question des LGBT ou la question ouais, d'autres communautés. Là, t'es enfermé dans ta communauté puis tu peux pas en sortir. c'est ça. Euh, donc oui, c'est un prisme typiquement fédéral et je dirais typiquement anglais en fait du rapport à ça. Et je pense d'ailleurs, moi ça c'est mon, ben, il faudra demander à Philippe et Alexandre, mais je pense que c'est mon intuition. Je pense que si ça se passe mal entre guillemets ou qu'il y ait des animosités possibles entre les autochtones et les Québécois, c'est en grande partie à cause des Canadiens anglais et de la manière dont ils ont géré la question autochtone au Canada. Ça, c'est un peu mon intuition et je pense effectivement ça rejoint ce que tu dis, oui. Ouais, Mais dans un prisme comme ethno-nationaliste, si on veut être cohérent, et si on part du principe que les Premières Nations existent, effectivement, j'imagine qu'ils devraient avoir le droit à une forme d'autonomie partielle qui leur permette d'avoir une nation. Encore une fois, c'est des questions aussi de cohérence intellectuelle, mais j'avoue que je maîtrise pas assez l'ensemble des enjeux concrets et pratico-pratiques pour pouvoir avoir un avis définitif sur la question. super intéressant. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à ça. J'étais curieux, en fait, et puis peut-être que c'est une question qui sera à approfondir dans les prochains mois, prochaines années Certainement. pour Ouais. Nomos TV et la droite plus conservatrice. Moi, en fait, tu sais, c'est un peu là que j'essaie. C'est pour ça que je te parle. Tu sais, je me sens plus comme. J'aime plus passer à l'aspect ingénierie de comment réorganiser le tout et à la définir, de se redéfinir pour être sûr qu'on ait tous des bases claires et compréhensibles sur lesquelles avancer au moins. Tu sais, et je parle pas Mhm. Bien sûr. pas de redessiner l'histoire ou de de faire de l'antagonisme historique ou de l'anachronisme, en fait, mais qu'au moins on puisse se comprendre sur à peu près les grandes lignes. Rapidement, tu as utilisé beaucoup de fois, et même tu parlais de Lévi-Strauss tout à l'heure, le terme, même si les titres de ces livres étaient avec le terme race, en fait. Et je ne sais pas si tu m'as dit que tu as écouté l'entrevue avec François Chapelot, l'épisode Oui, 2. Et tu vois, lui, dans son aspect biologique, il me disait à la fin qu'il n'utilise pas le terme race pour définir des peuples. Et là, moi, ça m'a surpris, en fait, parce que je m'étais renseigné dans les 5 à 10 dernières années sur ce terme-là, et moi, je voyais que scientifiquement, ça définit quelque chose qui est l'aspect non seulement de la couleur, mais de la morphologie, en fait, de l'humain. Donc, on peut appeler ça une race comme l'espèce canine a différentes races qui peuvent avoir des enfants qui sont fonctionnels interraciaux. Pour moi, le penchant humain était le même. Donc, c'est l'espèce humaine. On a différentes races qui peuvent être reproduites ensemble et puis faire des enfants finalement interraciales. Il y a même des catégories de porn sur Internet qui s'appellent interracial porn. Fait que je oui, me dis, ça doit bien être un terme effectivement. scientifique si l'industrie du porn l'a utilisé, tu sais. Mais lui me disait que non. Mais je sais qu'Alexandre Comier-Denis l'utilise quand même lui-même et que c'est une grosse critique que les gens le font. De ton côté, est-ce que tu utilises le terme race pour parler, mettons, des Canadiens français? C'est une question, encore une fois, un peu Oui, bah moi tendancieuse, mais j'utilise parce qu'en fait, ouais. mais je comprends, François Chapeau est biologiste, donc lui, le terme race renvoie pour lui à la définition biologique du mot race. Et donc par conséquent, est-ce que tu m'entends toujours? Parce que ça a l'air figé. Ouais, je vois que tu as gelé une seconde, Donc je sais mais pas. laisse-moi juste vérifier que l'enregistrement marche toujours. Ouais. Parfait. Donc, oui, tu peux continuer. On a perdu Oui, juste là, une phrase ou deux, là, donc juste à ok, continuer. parfait. François Chaplot, évidemment, lui, il l'emploie d'un point de vue biologiste parce qu'il est biologiste, donc il emploie le terme race selon sa définition biologique. Je suis pas biologiste, alors je vais pas rentrer sur ce terrain-là parce que je le maîtrise pas assez. Mais le problème du mot race, en fait, appliqué aux êtres humains, si j'ai bien compris, c'est le fait que pour qu'il y ait des races, il faut qu'il y ait des écarts génétiques relativement importants d'une race à l'autre. Or, chez les êtres humains, ces écarts-là n'existent pas. Et nos différences physiques visuelles immédiates, là, le noir, puis des formes de visage, etc., le noir, le blanc, l'asiatique, euh,
ont beau être visuellement très évidentes, il n'y a pas d'écart génétique dans la même proportion qu'entre les races auxquelles on l'entend dans le sens habituel en biologie. Cela étant, cela étant, cette définition biologique et purement biologique de la race euh, est une réduction du mot parce que le mot race a existé bien avant que on ne soit capable de le définir biologiquement. Donc la race à l'origine, c'est un mot qui était employé pour beaucoup de choses. On pouvait même parler de je sais pas, d'une grande famille noble, là, prestigieuse, et puis on disait la race des pour les définir. Ça n'avait pas de sens biologique, ça parlait plutôt un ensemble donné d'êtres humains qui étaient réunis sous des traits et des ensembles communs. Et donc, à ce titre-là, moi, oui, j'emploie le mot race dans ce sens-là précis. C'était le cas aussi de Claude Lévi-Strauss quand il parlait de race et culture, race et histoire. Le problème, c'est que comme le mot race a été utilisé par des idéologies donc profondément racistes et qui faisaient donc des hiérarchies, c'est devenu un tabou dans la société. Et donc, je ne sais pas quelle est la part. Et là, pour le coup, là, je suis limité par ma connaissance parce que je suis pas biologiste, hein, mais je ne sais pas quelle est la part de cela qui relève vraiment d'une analyse scientifique biologique et enfin dans la biologie et ce qui relève de l'idéologie et du fait que le tabou fait qu'on n'a plus le droit d'employer le mot, euh, quand bien même il représenterait une certaine réalité. Exact. Donc, je ne sais pas quelle est la part. Il faudrait que je m'intéresse beaucoup à la question à ce niveau-là pour pouvoir le déterminer. Mais moi, je l'utilise dans le sens comme je pourrais parler d'une race française. Or, je sais très bien qu'il n'y a pas de race française, ça veut rien dire, mais j'emploierai quand même le terme parce que ça correspond à un ensemble relativement homogène de traits, de caractéristiques culturelles et ethniques. François Chapelot, je pense qu'il parle d'ethnie, lui, plus que de race, si je ne m'abuse, mais je suis plus sûr Non, de mais ce qu'il a même dit pas. dans l'entrevue. On y allait vraiment, lui, selon lui, population à la pigmentation X, Y, Z. Donc, il était vraiment dans le Ah terme, oui. dans la définition. Et non pas. Alors moi, j'étais comme, ben là, à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on a des mots? Là, je l'ai argumenté un petit peu par courriel après, là, tu sais, parce que j'étais comme, OK, mais là, à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on parlerait de sexe si on peut parler de population avec des petites gamètes ou des populations avec des grosses gamètes? Donc, on a le mot sexe qui est là. Mais là, si on parle de population avec forte pigmentation, population avec pigmentation rouge, population avec faible pigmentation, ben, on a le mot race qui, en théorie, est là pour ça. Mais là, on peut pas utiliser le mot race, mais on utilise le mot sexe. Alors moi, je voyais un certain double standard ici, et je dis ça en toute légèreté pour M. Chapelot, là, tu sais. Mais même lui, il était très nuancé par rapport à tout ça, là, tu sais. Donc, en fait, il avait juste moins réfléchi à la question de toute façon, et il n'a pas travaillé sur ça vraiment dans sa Non, carrière. c'est Il pas a ça. vraiment axé le tout sur l'aspect sexualité biologique, là, tu sais. Mais c'est un sujet que je trouve fort intéressant. Et tu vois, dans ma perspective, comme je disais à Alexandre Cormier-Denis, quand je l'ai invité il y a environ un an et quelques pour un certain petit débat amical, là, moi, ma perspective, je l'appelais la conspirituelle, mais en blaguant, là, j'exagérais, parce que selon moi, l'aspect, comment je pourrais dire, bon, bon, peu importe, ouvrons pas une parenthèse, mais je crois que si on va plus loin dans les nouveaux paradigmes scientifiques, il y a de la mesure qui se fait avec différents organes biologiques, dont le tissu connectif, le fascia, qui sont en train de se mettre en place présentement. Donc, il y a des nouvelles réalités scientifiques qui font pas encore partie des consensus et il y a une résonance, en fait, je pense, entre la géographie et la biologie qui a lieu, qui prend pied sur sa géographie. Donc, quand tu parlais de race française, moi, mon biais et mon hypothèse, en fait, donc là, je peux pas l'assurer, mais je crois qu'il y a une race française dans le sens que il y a un aspect d'ancrage génétique, littéralement, entre le territoire et les gens qui restent dans une certaine proportion de son temps sur le territoire. Donc, c'est-à-dire que les Canadiens français, donc les Français qui ont immigré au Canada après un certain nombre de temps ne font plus partie de la race française, ils sont de la race canadienne française, pas juste parce qu'ils créent au niveau civil, disons, un nouveau pays, la naissance d'une nation là, sur papier, dans l'indépendance et tout ça, mais même, je pense, au niveau génétique. Et donc, il existe même, donc, je pense que les Premières Nations
sont plus près des Canadiens français génétiquement, d'une certaine façon, par une forme de résonance qui n'est pas encore bien cadrée scientifiquement que les Français eux-mêmes sur leur propre territoire, et ça a le rapport avec la Terre. Et c'est pour ça qu'historiquement, même, tu parlais des races de Premières Nations, ont un ancrage territorial de génération en génération, qui sont barrés par des montagnes, par des rivières, par des peuples. Monsieur Chapelot, il disait, évidemment, il y a une adaptation au niveau de la pigmentation par rapport au territoire, par rapport au soleil et tout ça. Mais en plus de ça, je pense qu'il y a quelque chose de plus profond, moi, qui est vraiment la résonance entre les êtres vivants sur le territoire et les trucs. Et je l'extensionnerais même aux animaux, selon moi. Là. Tu sais, des cerfs du Québec ne sont probablement pas les mêmes cerfs que des cerfs Bien qui sont dans sûr. le nord de l'Alberta. Ils appartiennent à ce territoire-là et même dans leur génétique, il y a probablement une Mais en certaine fait, façon de mesurer. c'est déjà plus ou moins abordé par ce qu'on appelle l'épigénétique, puisque l'épigénétique, c'est ça. Exactement. C'est le fait que l'être humain est modifié par son environnement, parce qu'on a aussi une très grande plasticité cérébrale pendant les premières années de notre vie, et donc on se modifie, on se crée en quelque sorte. Donc oui, l'épigénétique va un peu dans ton sens. Je dirais Et d'ailleurs les que gens, excuse-moi juste pour la parenthèse, oui, les gens, des fois, ne pensent pas que l'épigénétique va modifier la génétique, mais en fait, c'est vraiment ça. Donc, donc l'environnement autour, et ça va, c'est en fait, bon, en tout cas, je ne veux pas aller trop loin, mais donc l'environnement cellulaire, même l'épigénétique, donc à l'intérieur de la cellule, tu as l'ADN, qui est dans de l'eau structurée, qui est un gel qui est la cellule, si on veut. Et donc, l'environnement est représenté dans la cellule par le gel qui entoure l'ADN. Donc, et donc, autour de la personne, donc si tu fais la fractale humaine, là, si on veut, à notre niveau et nous, donc notre bulle énergétique du Québec représente la cellule et nous, on représente l'ADN, donc le corps humain. Et cet environnement structure notre corps de façon différente. Et à l'intérieur même de la cellule, donc la différence du gel cellulaire autour de l'ADN provoque des changements même dans la génétique et dans l'expression de sa génétique directement. Donc, c'est vraiment même mécanique de ce que je comprends. Encore là, je ne veux pas te dire que je parle de ça avec autorité. On est oh, oui. dans le domaine hypothétique, mais de ce que j'ai compris un petit peu là, des expériences et tout ça, c'est qu'en fait, là, tout simplement, ils peuvent, si on peut extraire l'ADN d'une cellule, et si on met le gel cellulaire qui a par exemple un oncologique, il est oncologique, donc un cancer de gel Mhm. cellulaire épigénétique, et qu'on remet une génétique saine, l'environnement cellulaire va provoquer le cancer dans la génétique. Par contre, si on prend un environnement génétique, un environnement cellulaire, donc le gel cellulaire sain, et qu'on met l'ADN avec un gène donc, qui serait oncologique, donc qui serait cancéreux, si on veut, il ne va pas changer, lui, le gel cellulaire, donc l'environnement autour. Donc, on est capable de mesurer les deux de façon différente et c'est l'environnement qui va donner le cancer, si on veut, et non pas automatiquement. Donc, il peut avoir les deux, là, mais c'est pas automatiquement toujours dans une direction. L'environnement forme la génétique lui-même. Donc, excuse-moi, parenthèse, mais c'est pour te donner Non, ma mais perspective effectivement. là-dessus pour les gens qui me suivent un peu là, dans mes trucs, mes folies là, ici, là, j'essaie d'arrêter. Mais moi, je pense que plus on va avancer scientifiquement, plus je pense la question de la race va revenir, parce qu'on va préciser nos connaissances, préciser comment les choses se déterminent et se créent. Et donc, c'est une question qui va revenir, j'en suis convaincu, dans les... D'ailleurs, elle revient déjà, il y a déjà des scientifiques qui reviennent sur ce qu'on avait dit préalablement, sur le fait qu'il n'y aurait qu'une seule race humaine, etc. Mais en même temps, il n'y a pas de remise en cause de cela, mais on sent qu'on apporte des nuances, on progresse en permanence, donc ça va revenir. Et je pense que nous sommes beaucoup plus prédéterminés génétiquement et biologiquement qu'on ne veut le croire, hein, parce que c'est une blessure narcissique pour l'être humain, hein, que d'accepter que il n'est pas que le produit de ses choix, là, et qu'il est aussi le produit de choses qui sont hors de son contrôle. Donc, je pense que ça se confronte à beaucoup de tabous et à beaucoup de questions idéologiques, mais je crois que ça reviendra à terme dans le débat. Mais c'est sûr que là, je suis au-delà de mes compétences. Je ne suis pas biologiste. Et des miennes aussi, bien sûr. On s'amuse ici, mais on se donne le droit, tant qu'on clarifie qu'on n'est pas dans l'expertise et qu'on donne nos opinions dans Exactement. l'hypothèse, ben, je pense qu'on a le droit de brainstormer, hein. C'est ce qui fait que justement, on n'est pas dans l'aspect totalitaire ou wokiste Non, à effectivement. l'extrême. Puis en fait, moi, dans le fond, la raison pourquoi je trouve ce sujet intéressant et pourquoi j'en avais parlé avec Alexandre, c'est que je trouvais que ce serait bien d'avoir, parce que moi, en fait, ces conclusions-là par rapport à la méthode scientifique,
et au nouveau paradigme scientifique m'amène à avoir des mêmes opinions, des opinions similaires aux vôtres par rapport à l'aspect de ce qu'on pourrait appeler la race ou ethnie ou whatever, mais avec une justification qui, selon moi, est scientifique, mais est aussi en phase avec l'aspect spirituel au niveau de l'ancrage d'un peuple sur son territoire et donc l'aspect des Premières Nations qui ont une légitimité d'avoir leur propre territoire historique, etc. Et donc, je pense qu'il y a une forme d'endroit où est-ce qu'on peut se rejoindre derrière la science pour avoir vos opinions, au lieu que ce soit peut-être plus une justification historique ou à caractère conservatrice de droite Je euh, comprends. euh, au niveau des valeurs, en fait, qui pourraient justifier le fait de soutenir ça pour, je pense, le futur. Donc, c'était un petit peu là que j'allais pour essayer. Moi, j'essaie d'aller dans l'unification des trucs, là, tu sais, à ce niveau-là. Donc, écoute, on va clore le tout en 30 secondes. Par contre, je te donne le plus grand défi du monde. Est-ce que les antifascistes sont fascistes? Si oui, sinon, pourquoi? En une Euh, minute. Pas vraiment, puisque bah, ils sont autoritaristes et totalitaires, donc je dirais qu'ils sont plus bolcheviques que fascistes, parce que il n'y a pas que le fascisme qui a été ce qu'il a été en termes d'autoritarisme. Il y a eu aussi les bolcheviques, donc on est toujours en train d'accuser tout le monde d'être fasciste, mais c'est un réductionnisme, une simplification. En fait, moi je dirais qu'ils sont plutôt bolcheviques. Ils emploient d'ailleurs les mêmes méthodes que les bolcheviques les ont utilisées depuis les années 20, et y compris la diffamation, le doxing, tenter de salir les gens, de créer des histoires fausses sur les gens. Ils font ça très souvent, et les bolcheviks et ceux qui sont venus à leur suite ont toujours fait ça. Ça a été même théorisé par la Stasi, qui était la police secrète communiste du temps de l'Allemagne de l'Est, qui faisait ça là, pour détruire certains individus. Elle pratiquait déjà une forme de doxing, d'ostracisation, de diffamation, etc. Donc, je dirais que les méthodes des antifas sont des méthodes bolcheviques, et c'est pas mieux que le fascisme. Mais Excellent. je dirais Mais, qu'ils sont bravo, fascistes. honnêtement, défi relevé avec brio. Et c'est intéressant parce que justement, dans les années 20 et tout ça, avant Hitler, il y a beaucoup de gens qui disent que justement le bolchevisme était implanté à Berlin et qu'Hitler, en fait, était une certaine forme d'un côté, d'une réaction à tout ça qui Absolument. était là et qu'il y a comme une espèce de remise en... un nouveau cycle de cette problématique-là actuellement et que Trump serait une espèce de nouveau Hitler, mais peut-être d'une certaine façon pour certaines bonnes raisons et d'une grosse façon pour les mauvaises aussi. Mais ce sera pour une autre discussion pour poursuivre. Ouais, je pense Il y en il aurait est plus beaucoup à dire. conservateur à mon avis que pour pouvoir être un nouvel Hitler. Donc je pense qu'il est surtout très conservateur, et il est trop libéral aussi pour pouvoir être un nouvel Hitler. Mais je C'est ça. comprends ton point. Good. Alors, Sébastien de Crèvecoeur, un immense merci. Je pense qu'on a pété le 1h15, 1h30. Ça doit être 1h40 encore, comme avec Monsieur Chapelot. Ton temps a été extrêmement apprécié et honnêtement, c'est une conversation qui n'a pas lieu souvent, je crois. En tout cas, que j'ai pas entendu tant que ça, beaucoup même dans l'univers des podcasts, à part vous qui en parlez, mais vous parlez déjà de vos idées. Donc, l'idée un peu de débattre ça, de connaître la Genèse, je pense que c'est quelque chose qui est important. Et dans une espèce de... mon objectif éventuellement, c'est d'avoir une espèce de think tank multipolitique là, pour le Québec. Je pense qu'il y aurait place d'avoir ces discussions-là avec des antifascistes de gauche si ils sont capables de passer par-dessus leur aversion à discuter avec des gens, des proto-fascistes de droite, ethno-nationalistes, qui sait. Donc moi, je lance l'ouverture aux gens de gauche. Ouvrez-vous, venez nous parler, aux gens apolitiques comme moi et aux gens, ben, pas apolitiques, mais moins ancrés politiquement et aux gens de droite décomplexés comme Sébastien. Je veux terminer donc en te laissant, bien sûr, rappeler les liens. Est-ce que tu fais la promotion de toi personnellement ou simplement sur le site de Nomos? Et juste pour les gens qui sont à l'audio seulement, rappelle les liens où est-ce qu'on peut te suivre, toi et tes compagnies. Je dirais que c'est surtout Nomos TV. En fait, en réalité, on peut nous suivre et me suivre sur Nomos TV, notamment l'émission Culture et Société qui a lieu tous les samedis entre 14 heures et 16 heures. Donc, c'est ça. On peut me suivre là principalement, je dirais. Excellent. Sébastien de Crèvecoeur, merci beaucoup. Les liens sont dans les commentaires pour vous abonner à Nomos TV. D'ailleurs, il y a un membership, hein. Les gens peuvent devenir membres, supporter Oui, financièrement et avoir certains extras. absolument. Donc, allez les voir, encouragez-les. Même si vous Les n'êtes pas d'accord encourage avec à eux, s'abonner. Ouais, d'encourager le foisonnement d'idées et de multiples positions politiques au Québec. C'est ce qu'on veut pour le absolument. futur. On veut plus de débats, plus d'idées différentes pour faire des chocs d'idées. Et tout le monde, bien sûr, OK,
Ça y est, on a fait la question du fascisme. On attend la réponse de Michel Doré. Et d'ici là, n'oubliez pas, on arrête. Plus de propositions de podcast. J'essaye d'arrêter. Merci beaucoup. Au plaisir de ne pas se revoir peut-être dans le futur. Salut tout le monde. Bonne fin de journée. Merci Sébastien. Merci, Cam.